Une partie d'entre vous était là hier, donc je vais faire une courte introduction. Avec le Liberté Living Lab, on a décidé de lancer un très grand programme qui s'appelle Shift Lab, avec en fait un triple objectif, à la fois continuer à travailler comme on l'a fait jusqu'à présent sur l'innovation en intégrant les écosystèmes de valeur, en intégrant des ruptures technologiques, mais aussi en y intégrant maintenant une dimension économique et financière. L'enjeu pour nous, c'est d'accélérer en fait le passage à l'échelle de toutes ces transitions qui visent à faire converger performance économique, impact social, environnemental. C'est ça vraiment l'enjeu. Et donc, avec Thierry Rénat de l'École Polytechnique, on a construit un set d'outils, notamment. Les partenaires qui étaient là hier sont encore là aujourd'hui, donc je vais passer un peu plus vite aujourd'hui pour avoir en synthèse en fait le programme Shift Lab, le partenariat Polytechnique dont je viens de parler, qui repose en fait sur 3 grandes séquences. Une première qui est une étude de référence, notamment pour remonter des cas d'usage qui viennent d'un peu partout. Des outils de diagnostic avec un triptyque. Un premier outil qui repose sur une vue 360 du business model, un deuxième outil qui vise en fait à connecter ces éléments de business model avec des enjeux d'impact, et un troisième outil qui vise à le connecter et à faire des allers-retours systématiques avec des écosystèmes de valeur, parce qu'on ne parle pas d'un business model, mais de plusieurs business models qui vont s'entremêler les uns aux autres. Et enfin, on a un enjeu en fait de mobilisation, avec un événement aujourd'hui. Et cet enjeu de mobilisation, il est important pour nous aujourd'hui. Hier, il y avait beaucoup de grandes entreprises. Aujourd'hui, on est beaucoup plus avec des startups, des PME, des ETI, encore des grandes entreprises, des territoires. Parce qu'en fait, cet enjeu, c'est un enjeu de transformation qui est global, qui touche tous les acteurs économiques, quel que soit leur profil. Et donc, notre enjeu à nous, c'est d'accompagner ce passage à l'échelle avec une série de méthodes, d'outils, et finalement de prendre chaque acteur là où il en est aujourd'hui, pour accompagner ces transitions en fonction de sa séquence, ses préoccupations et son mode de fonctionnement à lui. L'année prochaine, on va faire ce programme par déclinaison sectorielle. Ça veut dire qu'on va avoir... il y a des enjeux en fait, de transition qui s'opèrent sur le terrain de l'agriculture, sur les enjeux de ville inclusive, sur les enjeux de vieillissement de la population. Sur ces thèmes-là, on va fonctionner de la même manière, décliner l'étude, monter des écosystèmes de valeur multi-acteurs, travailler sur des innovations de services et travailler en écosystème sur de l'innovation de business model et de l'innovation dans les modèles de financement. C'est ça notre objectif, c'est de se dire que ce travail global qu'on a avec Shift Lab, on va le décliner ensuite sur des thématiques importantes. On les déclinera en ateliers d'expérimentation, on le déclinera avec une plateforme d'échange, et ça c'est important. Parce qu'on travaille beaucoup, nous, avec, on va dire, des acteurs corporate, c'est globalement les acteurs avec lesquels on travaille ici. Et pour autant, ces enjeux de transition, ce sont des enjeux qui concernent tous les acteurs économiques. Et donc, on va mettre en place une plateforme dans laquelle on va recenser tous nos outils, toutes nos méthodos, tous les use cases, pour que chacun puisse s'en saisir. Et donc, chaque PME, chaque ETI, chaque acteur qui aura envie d'approfondir ce sujet pourra, à minima, trouver des use cases et des références sur cette plateforme. Voilà, je suis allée très vite parce qu'on a quelqu'un qui a un agenda contraint. Donc, je te laisse peut-être la parole, Hélène, puisque c'est toi qui vas animer cette séquence. Je vous souhaite de passer une très belle matinée et journée pour certains. Et on se revoit tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Je suis Hélène Alain, je suis la directrice des programmes du Liberté Living Lab et j'invite monsieur Antoine Troche à me rejoindre sur scène. Bonjour. Bonjour Antoine Troche. Vous êtes directeur de l'investissement de la Banque des Territoires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre métier d'investisseur à impact ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'abord d'être parmi vous ce matin. Je reconnais quelques personnes que je croise du monde de l'impact. D'ailleurs, je vais vous dire ce matin qu'il n'y a pas forcément plusieurs mondes pour moi. Il n'y a qu'un seul monde. La Banque des Territoires, c'est le groupe Caisse des Dépôts, premier financeur public qui gère, vous le savez sans doute, l'argent de l'épargne des Français.
et qu'il réinvestit dans l'économie. Donc déjà, rien que ça, j'allais dire, c'est de l'impact, et qu'il le fait avec cette philosophie en fait depuis 200 ans, depuis qu'elle existe. Et très concrètement, on voit, vous voyez partout sur le territoire des réalisations qui ont été financées par la Caisse des dépôts. Et il y a 2 ans, la Caisse des dépôts a décidé de rassembler tous ces métiers justement de développement au service des collectivités, au service des citoyens, au service des entreprises, sous une bannière qui s'appelle la Banque des territoires, avec une vraie vision qu'il fallait en faire encore plus pour réduire la fracture territoriale, avoir comme vraie mission, et là on retrouve la définition de l'impact, le fait de faire bouger les choses sur le plan social et sur le plan environnemental. Donc la Banque des territoires aujourd'hui, c'est un métier de conseil. On conseille les collectivités territoriales dans leurs projets, et c'est aussi un métier de financement. On finance à travers les investissements, la partie que j'ai la chance de diriger sur nos fonds propres, de l'ordre de 250 projets par an. On investit à peu près, l'année dernière, on a investi 1,3 milliard dans les territoires. C'est des projets relativement petits, vous voyez, vous faites la division. Mais quand vous investissez 2, 3, 4, 5 millions dans les territoires, en fait, tout de suite, vous avez de l'impact. Et puis, il y a un autre métier qui est de prêter justement votre épargne, l'épargne des Français, aux collectivités territoriales, là encore pour des réalisations concrètes, la rénovation des écoles, le financement des infrastructures, etc., etc. Je finirai cette question pour vous donner un exemple concret d'impact sur ce qu'on fait. Aujourd'hui, en France, se déploie le très haut débit. C'est un vrai sujet de fracture. Ceux qui vont avoir demain le très haut débit seront inclus numériquement. Ceux qui ne l'auront pas, on l'a vu avec la crise sanitaire actuelle, seront plutôt exclus. Si vous laissez les forces du marché faire, en France, il y a 36 millions de foyers. Il y aura à peu près 20 millions de foyers qui se connecteront naturellement, parce que ça coûte moins cher de les connecter que ce que ça rapporte. Exemple, les grandes villes. Et puis, il y a 16 millions de foyers qui ne seront pas connectés. Ça s'appelle les zones d'initiative publique. Et la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, en finance 10 millions sur ces 16 millions. Vous voyez, ça c'est une réalisation concrète. En 2025, ces foyers ils seront connectés. C'est ce que j'appelle de l'impact. Je pourrais prendre des dizaines d'exemples puisqu'on intervient dans à peu près tous les domaines. Le domaine de l'énergie, on est le premier financeur des énergies nouvelles renouvelables en France. Le domaine des services, et puis on va en parler tout de suite, le domaine de l'économie sociale et solidaire. Tout à fait. Merci pour cette présentation tout à fait transversale. Le programme Shift Lab s'attache à analyser et à accompagner les acteurs qui souhaitent conjuguer performance économique et impact social et environnemental, et qui visent aussi un passage à l'échelle. Le sujet de Shift Lab n'est pas uniquement l'ESS, dans le sens où nous, l'économie solidaire n'est pas forcément notre scope, mais en revanche, vous accompagnez des acteurs qui sont ceux de l'ESS et plein d'autres acteurs. Est-ce que vous voyez une sorte de tendance, de mouvement dans toutes ces entreprises, quelles qu'elles soient, vers plus d'impact ? Alors j'ai la chance d'avoir cet observatoire-là, puisque effectivement on a d'un côté l'action historique de la Banque des territoires dans le financement de l'ESS. On a un acteur très présent, de l'ordre de 100 millions d'euros par an. On accompagne 6000 entreprises de l'ESS avec les dispositifs locaux d'accompagnement. On fait des projets dans tous les domaines, ça va de l'inclusion numérique à l'éducation, à la santé, au médico-social. Et puis à côté, puisque je vous ai dit 1,5 milliard de projets, on a, j'allais dire, l'autre monde, le monde des entreprises, le monde qui n'est pas né avec l'impact. Et en fait, moi je vois une réelle convergence, et notamment grâce à des gens comme vous, faut le dire, des gens qui ont bousculé les habitudes, qui ont créé des méthodes. Je suis très intéressé, là j'écoutais dans l'introduction, par le sujet de la plateforme. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet d'outils, il y a un sujet de méthode. Je dirais que la conscience, elle est là. La conscience, elle est là. Maintenant, le passage à l'acte, il n'est pas évident. Certaines entreprises, notamment depuis la loi de 2014, avec les entreprises à mission, se donnent une mission, se donnent une raison d'être, des grandes entreprises, les petites aussi. Donc il y a une forme de convergence. Nous, on l'observe aussi à travers un autre indicateur. On finance énormément d'associations. Et on voit qu'en fait, progressivement, la part de subvention dans les modèles est en train de baisser
et la part des revenus d'activité est en train de monter. Ce qui fait que nous, d'ailleurs, investisseurs, et notamment mes équipes, moi je leur dis, on est investisseurs avisés, donc on doit trouver une rentabilité à ces modèles, trouve de plus en plus facilement des projets. Et je pourrais vous citer quelques exemples, par exemple, de corporate venture dans lesquels on a investi. On a du viager solidaire avec une entreprise qui s'appelle 3 Colonnes. On a de l'inclusion numérique avec le réseau Simplon, qui est sûrement bien connu ici. On a récemment investi dans une agence d'intérim qui vraiment aide ceux qui sont éloignés de l'emploi, qui s'appelle GoJob, qui est déjà un très beau succès. Voilà, donc en parallèle de ça, moi je vois vraiment les grandes entreprises, ceux qui étaient plus loin, le monde d'à côté, entre guillemets, converger vers ce monde, les collectivités également, même si c'est relativement dans leur ADN, ces collectivités. Je vais prendre un autre exemple, on fait partie d'une initiative qui s'appelle Before-IG, qui est promue par Danone, et je crois que vous avez Mathias à la journée d'hier. Voilà, là aussi on voit que les entreprises se bougent, se donnent des contraintes. Before-IG, il y a ce qu'on appelle un pledge. Moi je crois que dans le résultat sur ces choses-là, je crois que dans ce que je vois. Justement, je rebondis sur la question du résultat. Vous êtes une banque, mais vous êtes une banque au service de l'intérêt général, donc vous ne vous contentez pas de regarder le rapport rendement-risque, mais vous ajoutez aussi la question de regarder les externalités positives pour juger d'un projet. Est-ce que vous avez réussi à objectiver cette mesure d'impact de la même manière que vous pouvez objectiver un impact financier ? Alors, moi, cette question, elle m'occupe depuis que je suis arrivé, il y a un peu moins de 2 ans, parce que j'aime pas trop le social washing, pour le dire comme ça. Et si vous prenez les institutions financières, leur ADN est quand même de décider en fonction de paramètres financiers. Et puis quelque part dans la note d'investissement, dans le projet, vous aurez un petit paragraphe qui vous dit c'est bien pour les territoires, ça crée de l'emploi, tel élu est content si on soutient le projet. C'est pas du tout suffisant et c'est pas du tout la manière dont il faut le faire. Donc concrètement, il faut qu'on prenne nos décisions sur 2 jambes, la jambe de la rentabilité financière, enfin des paramètres financiers, puis la jambe des paramètres de l'impact. Et ça prend quelle forme ? Nous, ça a pris la forme, j'ai la chance de présider le comité d'investissement, de prise de décision où on passe autant de temps à discuter de l'impact que du reste des paramètres financiers, où on s'est doté d'outils pour mesurer, qualifier, quantifier. Mais là-dessus, je voudrais vous faire part d'une réflexion. On a l'impression que sur le financier, il n'y a que des paramètres précis, mathématiques, chiffrés. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Sur la partie financière, la qualité des dirigeants, les résultats d'une due diligence, etc., sont des paramètres qui sont qualitatifs et qui sont aussi importants que les paramètres quantitatifs. Et en fait, il en va de la même chose pour l'impact. Pas besoin de tout quantifier. Pas besoin de dire ça va créer 232 emplois, ça va éviter l'artificialisation de tant de mètres carrés. Il y a aussi beaucoup des choses que vous n'avez pas besoin d'objectiver. Vous le savez de façon qualitative, vous savez que ça va dans le bon sens. Et donc, finalement, j'allais dire, dans la décision d'investissement, moi, c'est le mélange de tout, et non pas vraiment des colonnes ou des cases qui seraient remplies. Voilà. Mais après, il faut le vivre, et notamment, ça c'est un autre outil qu'on s'est donné. Pour moi, il y a une espèce de roue de l'impact. Vous devez avoir une espèce de politique, de mission qui donne du sens globalement à vos actions. Ensuite, vous avez un plan stratégique quand vous êtes une grande entreprise, quand vous êtes une institution, avec des paramètres financiers, votre business plan. Mais vous pouvez aussi avoir un business plan de l'impact. Et ça, c'est pas toujours fait. Souvent, cette case, cette étape, elle est sautée. Donc nous, notre business plan de l'impact, si je reprends mon exemple du numérique, c'est de mettre en service ces 10 millions de prises à horizon 2025. Nous, à fin 2020, de mémoire, on en était à un peu plus d'1 million de prises. Donc vous voyez, il y a un business plan de l'impact à suivre, au-delà des paramètres financiers. Donc il y a ce business plan, et puis après, projet par projet, il y a vos décisions, ainsi que je viens de l'expliquer. Et ensuite, vous devez vérifier avec les entreprises, avec les collectivités avec lesquelles vous travaillez, que le résultat est bien atteint.
Et puis après, si vous voulez fermer la roue, il y a toute la partie communication RSE. Mais souvent, il y a un gros focus des entreprises que sur cette dernière partie. Alors qu'en fait, il faut suivre tout le chemin. Et c'est en suivant tout le chemin que quand vous êtes une grande entreprise, vous ne le vivrez pas que 2 fois par an au moment de la remise du rapport annuel ou de je ne sais quel truc. C'est tous les jours, tout le temps. Voilà. Merci Antoine. Il nous reste quelques minutes. Je propose que la dernière question vienne peut-être de la salle pour être un peu moins descendant. Yasmine va proposer un micro à celui ou celle d'entre vous qui aurait envie de poser la dernière question. Sinon, j'en ai une. Mais... Est-ce qu'il y a des questions ? Ne soyez pas timide. Oui. Bonjour, Fouzi Ben Khalifa. J'animerai tout à l'heure une masterclass sur les questions de financement de la transition climatique des territoires. Alors, je ne sais pas si vous serez là à ce moment, mais en tout cas, l'opportunité m'est donnée de parler de ce que vous faites, qui est un des leviers pour décloisonner l'approche budgétaire des collectivités. Je pensais à l'intracting. Est-ce que vous pourriez en dire quelques mots ? Parce que ça fait partie de ces innovations de méthode de business qui serait intéressant à partager. Merci pour cette question. Je vois que j'ai un public pointu. Tout à fait. Alors c'est intéressant parce que s'il y a un sujet sur lequel on a passé du temps là, depuis quelques mois avec les équipes, c'est celui-là. Nous, en fait, on a la chance d'avoir des moyens financiers assez importants. Et donc, on a décidé, évidemment, dès le début de la crise, de commencer à inventer la relance, en sachant qu'après la phase d'urgence, dans laquelle on est encore, il faut avoir cette lucidité, il y aura une phase de relance. Et d'ailleurs, qu'il n'y a pas de frontière marquée entre les deux. Dans cette phase de relance, côté groupe Caisse des dépôts, on va investir plus de 25 milliards de fonds propres. Et en fait, sur tout un tas de thématiques qui reprennent grosso modo les thématiques que vous avez entendues dans les annonces gouvernementales. Mais justement, on a voulu concevoir cette relance avec un réel impact à la fois sur la résorption des inégalités, mais également sur les sujets d'environnement et de développement durable. Moi, je suis convaincu qu'il y a des choses formidables à faire sur la rénovation énergétique des bâtiments pour arriver au sujet de l'intracting. Et en fait, les moyens financiers, ils sont là. Les enveloppes, je ne sais même plus les montants, enfin si je les sais, c'est de l'ordre de 4 à 5 milliards côté groupe Caisse des dépôts, donc vous voyez, c'est colossal. Ça va sur le logement social, ça va sur le bâtiment public, et on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Et d'ailleurs, juste avant la crise, on avait sorti un petit papier qui expliquait que les raisons étaient multiples. Et très souvent, la réponse, c'est pas juste un outil financier ou le fait d'avoir une enveloppe quelque part. Il y a des histoires comportementales, il y a des raisons. Si je prends la rénovation énergétique des bâtiments publics, puisque la question est là-dessus, on ferait que, j'ai plus les ordres de grandeur en tête, mais on rénoverait ne serait-ce que la moitié des bâtiments publics à peu près correctement pour éviter les passoires thermiques. On économiserait 2 ou 3 ou 4 réacteurs nucléaires. C'est ça les ordres de grandeur, hein, pour le comprendre. Et si après vous prenez le sujet, une collectivité locale, quand vous dites qu'il faut aller rénover l'école, elle va avoir plusieurs contraintes. La première, c'est que d'un point de vue budgétaire, ces dépenses-là sont comptées dans leurs dépenses de fonctionnement, donc ils sont très contraints. La deuxième, c'est que ce n'est pas rentable la rénovation énergétique en France. Il n'y a pas de retour sur investissement. Donc il faut une part de subvention. La troisième, c'est que quand vous rénovez un bâtiment, vous n'allez pas faire que la rénovation énergétique. Vous allez tout faire en même temps. Donc en fait, c'est des programmes très lourds. La quatrième, et je pourrais continuer, c'est que ça intéresse peu les élus parce que finalement, en période électorale, c'est moins visible que d'aller inaugurer un nouveau bâtiment, rénover un ancien. Alors, le maire de Dunkerque me disait chez moi ça marche parce que quand ça caille dans les écoles, j'ai les parents qui se plaignent. Donc à Dunkerque, par exemple, c'est un sujet qui marche. Et donc, après, les outils. Moi, je crois aux outils simples. J'ai beaucoup challengé les équipes sur l'intracting parce que je trouvais que c'était un outil compliqué.
Donc en fait, on est en train de... Qu'est-ce que c'est l'Intracting pour le reste de la salle? C'est un produit en fait qui est du quasi-fonds propre où on va, se rémunérer à partir des économies d'énergie qui auront été faites par la collectivité sur l'objet donné. Et nous, on va financer justement cette rénovation en mettant à disposition ces quasi-fonds propres. Quand je vous le présente comme ça a l'air simple, mais en fait, c'est pas si simple que ça. Donc on travaille sur la simplicité de ces produits, et là, on est en train de le faire évoluer. Le sujet que vous avez, je vais finir mon propos par là, c'est il y a beaucoup d'argent gratuit aussi dans ce pays. Donc en fait, des dispositifs incitatifs, c'est difficile à mettre en place. Moi, alors peut-être que, parce que j'ai commencé ma carrière dans la finance pure et dure, les méchants, moi je crois aux produits aussi qui vont attirer les méchants, le marché, quoi, les grandes masses. Et donc par exemple sur ces sujets-là, j'aimerais bien qu'on invente des produits qui fassent du 10% de rentabilité. Et ça va me permettre d'élargir sur un produit que j'aimerais bien, et vous êtes aussi porteur de ces innovations, dont j'aimerais bien qu'il fonctionne beaucoup plus que maintenant, c'est les contrats à impact social. Contrat à impact social, quand j'ai découvert ça, moi qui ne viens pas de ce monde-là, je viens vraiment du côté des méchants, parce que j'étais dans la finance, puis dans le nucléaire. Vous voyez, les contrats à impact social, c'est génial comme idée, et pourtant, ça ne fonctionne assez peu. Il n'y a que quelques dizaines de millions d'euros de contrats à impact social en France aujourd'hui. Pourquoi ça marche peu? Et moi, je voudrais vous laisser là-dessus. Vous avez le rapport Frédéric Lavenir qui explique tous les freins et qui c'est vraiment effectivement très intéressant. Il y a un frein psychologique du côté de l'État. Il y a un frein que ça attire toujours les mêmes investisseurs, c'est-à-dire la Banque des Territoires, le Crédit Agricole, BNP, parce qu'en fait, c'est des rentabilités assez faibles. Et pour moi, le principal frein, c'est que quand vous regardez sur un sujet de contrat impact social, réinsertion de chômeurs, réinsertion de gens qui sortent de prison, là on a un programme à Marseille avec les SDF. Vous voyez le coût évité pour la société si ce programme il marche. En fait, ça fait une rentabilité intrinsèque du projet qui est à plus que 2 chiffres. Et donc moi je trouve dommage que le bénéficiaire, c'est-à-dire l'État, la collectivité, ne rémunère pas l'investisseur pour ça. Il faudrait que l'investisseur accepte aussi complètement le risque. Donc tous les sujets de garantie, moi je les trouve un peu hors du temps, pour le dire comme ça. Et voilà, donc c'est par exemple une innovation en termes social, en termes de produits, donc j'aimerais bien que collectivement on s'empare pour arriver à faire non pas quelques dizaines de millions, mais quelques milliards par an. Voilà. Je voulais juste conclure en vous disant bravo, parce que c'est vraiment avec des gens comme vous, avec un lab comme le vôtre, qu'on fait bouger les choses. Parce que sinon, nous, les gens, les grandes entreprises, les institutions, elles ont besoin de ce ping-pong, ce punching ball, de ces idées qui émergent, parce que sinon, elles n'y arrivent pas par elles-mêmes. Elles sont trop prises dans leur fonctionnement. Voilà, donc bravo et merci encore. Merci beaucoup Antoine pour ces mots qu'on apprécie. Je pense effectivement que la question de l'innovation financière et le fait aussi de prendre aussi la mesure des opportunités et pas uniquement celle du risque est importante. Vous la portez à la Banque des Territoires et on sera ravis de prolonger avec vous les échanges sur cette question d'innovation financière. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Je vais rester debout parce que notre estrade est finalement trop petite pour accueillir autant de profils intéressants. Je vais rester là. La séquence qui s'ouvre va s'attacher à la transition des territoires. Donc il y a encore pas mal de chemin à faire, comme vous le savez, sur la question des transitions de modèles. Et on est convaincu ici que, en ce qui concerne la transition territoriale, ce sont les collectivités, les communautés de communes, les régions qui prennent en charge ces initiatives. Simplement, elles ne sont pas seules. Et il y a beaucoup à faire aussi sur la capacité de coopération de ces collectivités, communautés de communes, régions, villes, avec des acteurs qui peuvent les aider dans cette transition territoriale. Donc on est très heureux ce matin d'avoir sur scène 4 profils différents et très complémentaires sur cette question de la transition des territoires vers plus d'impact social et environnemental. Et j'ai le plaisir du coup de partager aujourd'hui la scène avec Stéphanie Goujon, qui est directrice de French Impact, Pierre-Louis Roll, directeur adjoint de la mission Société numérique à l'Agence nationale de cohésion des territoires. Peut-être que vous repréciserez si ce n'est pas tout à fait exact. Marion Henzer, qui est responsable des programmes de Ferme d'Avenir et du développement. Et enfin, Pascal Ruffnac, président du directoire du groupe Bayard. Alors, je vais leur laisser un petit temps de présentation pour nous dire déjà d'où ils parlent sur cette question des territoires, qui ils sont et d'où ils parlent, et peut-être partager leur vision de modèles qui seraient triplement durables, c'est-à-dire économiquement, socialement et environnementalement, j'ai réussi à le dire. Je vais commencer par Marion Henzer. Vous êtes donc responsable des programmes de Ferme d'Avenir. Donc vous allez nous expliquer ce que c'est Ferme d'Avenir et revenir peut-être sur 2 points qui me paraissent vraiment passionnants, en tout cas à apporter à la connaissance de notre public, qui est votre pari de passage à l'échelle de modèles d'agroécologie qui pourraient être considérés comme des projets un peu en marge de l'agriculture traditionnelle, mais dont vous faites le pari que le passage à l'échelle peut permettre de contribuer à la transition agricole et alimentaire des territoires. Et puis, d'autre part, la mise en place de modèles de capitaux multiples qui permettent de soutenir ces projets. Très bien, bonjour à tous. Donc effectivement, moi je travaille chez Ferme d'Avenir depuis 3 ans. Qui dans la salle a déjà entendu parler de Ferme d'Avenir ? Ok, donc un petit peu. Donc pour vous dresser le contexte, Ferme d'Avenir, on est une association de promotion de l'agroécologie et de la permaculture. Donc on est né du constat que le modèle agricole, industriel et chimique qui domine depuis les années 50-60 a eu des externalités très négatives à la fois sur le social, l'environnemental et même l'économique. Pour vous redonner quelques chiffres de contexte, aujourd'hui, un tiers des agriculteurs gagnent moins de 350 € par mois. Donc c'est une profession qui n'arrive pas à vivre de son métier. Évidemment, l'agriculture a des impacts conséquents sur les enjeux environnementaux. Il y a à peu près un tiers de notre impact carbone qui vient de notre alimentation. Et on pourrait avoir tendance à dire, au moins d'un point de vue économique, ça fonctionne, mais même pas, parce qu'on a perdu 25% de notre efficacité énergétique depuis ces 60 dernières années. Donc c'est non seulement pas viable d'un point de vue social, mais ni environnemental et ni économique. Donc nous, la solution qu'on met en avant, c'est l'agroécologie. Donc comme son nom l'indique, c'est une agriculture écologique qui s'inspire de la nature plutôt que de lutter contre elle. Donc qu'est-ce que c'est une ferme agroécologique ? C'est difficile à définir parce que contrairement au cahier des charges bio, il n'y a pas de cahier des charges qui liste des pratiques ou des quotas à ne pas dépasser pour être une ferme agroécologique. Donc nous, la manière dont on définit de telles fermes, ce sont des fermes qui permettent de nourrir la population en quantité et en qualité, tout en préservant le capital naturel et en permettant justement aux agriculteurs de vivre de leur métier. Donc nous, chez Ferme d'Avenir, notre mission, c'est de faire émerger de telles fermes et on agit sur 4 leviers qu'on a identifiés pour ce faire. On a un premier levier, donc on a matérialisé au sein de notre premier pôle de production. Donc on accompagne des fermes agroécologiques à émerger et à pousser durablement sur les territoires. Donc on est un petit peu un incubateur, nous aussi. Mais au lieu d'être un incubateur de start-up ou d'entrepreneurs sociaux, on a un incubateur de fermes écologiques. Ensuite, on a un deuxième pôle d'activité qui est le pôle formation, dans lequel on forme la future génération d'agriculteurs. Ensuite, on a un pôle de financement. Nous aussi, on finance l'économie de demain et l'économie des territoires
en faisant émerger des financements innovants pour financer des porteurs de projets notamment. Et enfin, on essaye d'influencer les décideurs et le grand public au travers de notre 4e activité, qui est l'activité d'influence. Donc voilà, ça c'était pour vous dresser un petit peu le panorama de tout ce qu'on fait. Et effectivement, le passage à l'échelle, c'est un enjeu très important parce que historiquement, quand on pense à l'agroécologie, tout de suite on pense aux petites fermes maraîchères, micro-fermes lancées par des néo-ruraux qui sont en circuit court et qui refusent de travailler pour des très bonnes raisons de travailler avec les acteurs de l'agroalimentaire ou de la grande distribution. Et ce sont des initiatives tout à fait louables et qu'on accompagne tous les jours. Maintenant, si on veut arriver à vraiment faire pivoter le modèle agricole en France, il va falloir aller plus vite et plus loin et effectivement passer à l'échelle sur les territoires pour aussi nourrir la population en quantité et en qualité, comme je le disais précédemment. Et nous, ce pari-là, on le matérialise avec un projet innovant et un projet d'expérimentation qu'on a lancé sur un territoire qui est l'agglomération de Cœur-d'Essonne et qui s'appelle la ferme de l'Envol. Donc pourquoi la ferme de l'Envol ? Parce que c'est un projet qui a émergé sur une ancienne base aérienne. En fait, l'agglomération de Cœur-d'Essonne s'était vue attribuer avait récupéré une ancienne base aérienne sur son foncier d'à peu près 200 hectares, un peu plus de 200 hectares. Et ils ont décidé d'allouer 75 hectares de cette base à un projet donc agroécologique et ils ont demandé à Ferme d'Avenir de le développer avec eux. Et donc on est en train de monter une ferme en polyculture élevage qui permettra de nourrir les habitants alentours en produits biologiques et en produits locaux. Donc la ferme polyculture élevage, c'est-à-dire qu'il va y avoir du maraîchage, de l'arboriculture, du petit élevage, donc des volailles, des céréales, mais également un atelier de transformation, un centre de formation et un point de vente. Donc l'ambition, c'est vraiment d'expérimenter ce type de ferme à vraiment grande échelle, avec par ailleurs un système de gouvernance qui est particulièrement innovant, parce que la ferme est, on va dire, pilotée par 2 structures juridiques. Il y a une première structure, une SCOP, qui accueille, qui centralise les agriculteurs de la ferme. Donc pour l'instant, ils sont 3, mais à terme, ils vont être plutôt une 12aine quand tous les porteurs de projets seront arrivés. Donc on a d'un côté cette SCOP où sont centralisés les agriculteurs, ce qui leur permet de mutualiser les revenus en fonction des différents ateliers de production, donc ce qui permet, si une année est moins bonne en céréales mais meilleure en maraîchage, de pouvoir harmoniser les revenus des agriculteurs vers une espèce de solidarité entre eux. Et en face, on a une SIC composée de plusieurs collèges de parties prenantes de ce projet qui a signé un contrat avec la SCOP pour pouvoir acheter à l'avance à prix déterminé et en quantité définie les productions produites par les agriculteurs. Et cette SIC, elle est composée à la fois évidemment de l'agglomération, qui est acteur majeur du projet, mais aussi des citoyens, des agriculteurs à nouveau, parce que c'est très important de les inclure, et des partenaires investisseurs, qui sont des acteurs qui souhaitent investir dans cette ferme pour pouvoir ensuite récupérer des productions tout simplement de cette ferme. Donc c'est très innovant comme gouvernance, c'est la seule à notre connaissance qui existe de cette manière sur les territoires et qui permet d'impliquer vraiment tous les acteurs. Donc voilà pour ce premier projet. Parfait Marion. Oui, je vais peut-être prendre 2 minutes pour la comptabilité multicapitaux, ouais. Alors, qui est dans la droite lignée de ces innovations. Tout à fait. Donc la comptabilité multicapitaux, c'est une méthode qu'on développe effectivement chez Ferme d'Avenir et qu'on testera sur la ferme de l'Envol, et qui part aussi du constat qu'aujourd'hui, notre manière de compter, notamment quand on établit un bilan financier pour une entreprise, n'est pas la bonne, parce qu'elle prend en compte uniquement donc, le capital financier et pas les externalités sociales et environnementales qui peuvent arriver dans tout projet. Donc si je prends un exemple, demain, une entreprise phytosanitaire va polluer l'eau, polluer les humains, polluer les sols, mais ça ne va pas être pris en compte dans son compte de résultat. Tant qu'elle continuera à vendre des produits, son chiffre d'affaires va augmenter, son résultat va augmenter. Or, nos biens communs qu'on partage, l'environnement, notre santé, elle va décroître. Un petit peu comme ces débats qui peuvent survenir sur le PIB, quand on dit le PIB ne devrait pas être le seul indicateur pour prendre en compte la valeur d'un pays, parce que demain, s'il y a une marée noire ou s'il y a des cancers, l'activité économique va accroître et pourtant,
notre bien-être et nos biens communs vont décroître. Donc pour lutter contre cette distorsion de concurrence et cette manière de compter qui n'est pas la bonne, on a développé, on utilise chez Ferme d'Avenir une méthode qui a été développée par Alexandre Rambaud et Jacques Richard, qui s'appelle la méthode de comptabilité socio-environnementale ou méthode CARE, et qui permet de intégrer le capital naturel et le capital social dans les bilans financiers et les comptes de résultats des entreprises. Ça, c'est une méthode qu'on a expérimentée sur les fermes de notre réseau. Et je finirai là-dessus. On s'est rendu compte en l'expérimentant sur des fermes donc agroécologiques qu'à production et à taille égale, une ferme agroécologique avait au final 1,5 fois plus de valeur qu'une ferme conventionnelle. Une fois qu'on prenait en compte les impacts positifs sur l'environnement et le social qu'elle pouvait avoir, et également qu'elle générait à peu près 3 000 € par hectare et par an de services écosystémiques qui n'étaient absolument pas rémunérés. Et là, je ferai lien avec ce que notre prédécesseur Antoine Truech disait tout à l'heure, qu'il faut pouvoir rémunérer les externalités négatives que certains projets peuvent avoir pour le bien collectif. Et nous, on milite pour ça chez Ferme d'Avenir, pour pouvoir dire un agriculteur qui plante un arbre, qui préserve la ressource en eau, qui utilise moins d'énergie, qui préserve les sols, devrait pouvoir être rémunéré pour ses activités pour le bien commun, alors qu'aujourd'hui, il n'en a pas de fruits vraiment concrets sur son compte de résultats. Merci beaucoup Marion. C'est vrai que cette question finalement de prendre en compte globalement l'apport d'une structure économique à la transition d'un territoire, même si ce n'est pas sur des indicateurs purement financiers, est extrêmement importante. Je vais poursuivre du coup avec Pierre-Louis Roll. Vous êtes donc de l'Agence nationale de la cohésion des territoires et vous êtes responsable de la direction de la mission Société numérique et vous développez également un programme à l'ANCT qui s'appelle Nouveaux lieux, nouveaux liens. En fait, les deux visent à accélérer la transition des territoires, l'une par la capacité de tous à se servir des opportunités du numérique, et l'autre par le développement de tiers-lieux partout sur le territoire. L'idée de Nouveaux lieux, nouveaux liens, c'est de donner les moyens aux tiers-lieux de diversifier leurs revenus, aussi, donc vraiment d'être quand même dans un modèle économique, mais pas uniquement, en développant des services d'intérêt général qui sont développés à partir de besoins qui sont identifiés sur les territoires. Est-ce que vous pourriez en 5 minutes nous parler de ces programmes et nous dire comment ils s'engagent dans la transition sociale et environnementale des territoires ? Tout à fait. Alors en bonne administration, l'ANCT a un nom beaucoup moins clair que Ferme d'Avenir. On est une nouvelle administration qui est née le 1er janvier, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui est née de la fusion de plusieurs administrations, l'Agence du numérique d'où je viens de Bercy, du commissariat général à l'égalité des territoires, une administration centrale historique de la politique de la ville, de la politique de l'aménagement, et Pareca, qui était un établissement, je crois que j'ai plus de son. Non. Voilà, ça remarche. Qui était un établissement public qui gère du foncier en quartier politique de la ville. Et tout ça rassemble plusieurs programmes nationaux pour les décliner dans les territoires au service des collectivités, comme Action Cœur de Ville, comme les 3 programmes que je dirige, ou aussi pour faire cette ingénierie-là auprès des collectivités. Et nous, on est 3 programmes qui n'avons pas d'action directe envers les citoyens, mais on est là pour outiller ceux qui sont sur le terrain. Donc ça peut être des travailleurs sociaux, des médiateurs numériques sur l'inclusion numérique, ça peut être des Fab Managers dans un Fab Lab. Donc quand je dis outiller, c'est à la fois en donnant des outils très concrets qu'on va développer, des services numériques par exemple, c'est à travailler à faire évoluer le cadre réglementaire, etc. Et c'est accompagner les collectivités à investir, à faire des stratégies locales pour soutenir ces différents acteurs et pour structurer leurs écosystèmes. Alors, au-delà de ce point de méthode, je vais essayer de revenir un peu sur le fond des 2 programmes comme vous me l'invitez. Le premier est plus ancien, c'est donc le programme Société numérique qui met en œuvre la stratégie nationale pour l'inclusion numérique du gouvernement. Par inclusion numérique, on entend là la montée en compétences numériques de la population et veiller à ce que chacun puisse accéder aux services publics dématérialisés, en ayant bien en tête cette urgence sociale que beaucoup de personnes aujourd'hui se trouvent en situation d'exclusion du fait de la dématérialisation des services publics, mais en ne faisant pas un programme qui sera la voiture-balai de cette transformation du secteur public, mais vraiment un programme de montée en compétences et de diffusion de la culture numérique, de la culture critique aussi, et dans une logique aussi de montée en compétences, de mobilité professionnelle, etc.
Donc l'objectif sera là de vraiment soutenir tous ces acteurs de la médiation numérique, toutes les collectivités avec des objets comme le pass numérique par exemple, qui est comme un chèque déjeuner pour avoir accès à une formation au numérique. Et quelque part on est au croisement du travail social, de la technologie et de l'action publique. Et pour cela, on avait besoin de faire cette grande coalition d'acteurs qui sont à la fois des entreprises, des startups, de la tech, de la formation, des organismes de formation traditionnels, des acteurs publics, les centres sociaux, les espaces publics numériques, les bibliothèques, etc. Et de trouver des nouveaux véhicules pour monter ces projets et faire quelque chose de durable. Donc on a commencé par essayer de réfléchir, notamment avec la Banque des Territoires, sur comment créer des nouveaux véhicules un peu plus durables. C'est pour ça qu'on s'est tourné du côté des SIC également, et on a piloté la première entrée de l'État dans une SIC, qui a ses bureaux ici d'ailleurs, la MEDNUM, qui rassemble à peu près 80 acteurs de la médiation numérique. Vous pouvez rappeler ce que c'est qu'une SIC ? Une société coopérative d'intérêt collectif, avec l'idée qu'on construise aussi des politiques publiques qui nous dépassent, qui peuvent survivre à un changement administratif, et puis qui puissent donner aussi un nouveau souffle et de nouveaux modèles pérennes à ces projets qui étaient souvent très associatifs et qui dépendaient de subventions publiques. Et on a vu de grands programmes de soutien au lieu d'inclusion numérique s'effondrer quand les subventions se tarissaient. Et c'est une question qui est très importante pour nous aujourd'hui, parce qu'on opère 250 millions d'euros dans le cadre du plan de relance. Et si on veut vraiment que ce soit quelque chose qui soit durable, parce que nous on va d'abord investir dans l'humain, recruter en priorité des médiateurs numériques qui vont aller sur le terrain, mais la question de la structure d'accueil va être primordiale pour la réussite de ce plan de relance. Et donc c'est cette méthode d'intervention, de outillage des collectivités, de créer des nouvelles coalitions avec les acteurs de terrain et de créer des véhicules où le secteur public peut investir collectivement pour pérenniser ces outils, qui a été un peu la méthode de travail et qui a fait qu'on a préfiguré ensuite la mission tiers-lieu et le programme tiers-lieu sur lequel je vais revenir. Et c'est vrai que c'était facile de préfigurer sur, par exemple, les outils qui étaient les nôtres, sur le logiciel libre, sur les nouveaux services publics numériques, où là on peut créer une gouvernance, on peut créer des choses additives, et plutôt que 60 collectivités achètent la même licence de logiciels propriétaires, on va investir dans une logique de construction. Et c'est à peu près la question qu'on s'est posée sur, maintenant qu'on a 45 millions d'euros pour faire des subventions à des tiers-lieux, comment est-ce qu'on fait que ça va être 300 subventions saupoudrées sur tout le territoire, mais qu'on va créer cet effet levier et qu'on va ensuite pouvoir permettre la création de ces coalitions locales et de ces coalitions d'investissement. Alors sur les véhicules financiers, on a encore un peu de travail à faire pour le réussir et pour les pérenniser, mais c'est au moins organiser les acteurs publics autour de ça. Donc, le cœur du programme Nouveau Lien, c'est soutenir des tiers-lieux ressources sur leur territoire, 300 fabriques de territoire comme on les appelle, là on en est à 110 labellisés, 170 l'année prochaine, la semaine prochaine, pardon, on est censé être à 350 l'année prochaine. J'aimerais bien qu'on aille un peu plus lentement de temps en temps, mais et pour conclure, c'est aussi, comme vous le disiez, diversifier les revenus des tiers-lieux et nous servir comme une sorte de guichet interministériel pour venir à la fois servir de point d'entrée unique pour quand le ministère de la Santé lance une politique sur les tiers-lieux, le ministère de la Culture, le ministère de l'Enseignement supérieur, avec les campus connectés par exemple, pour qu'on puisse avoir, là on a plus de 800 tiers-lieux qui est sur 1800 recensés. Si on enlève les 800 espaces de coworking, on a presque la plupart des tiers-lieux qui sont dans le candidat dans l'appel à projet, et ensuite de pouvoir spécifiquement leur activer des fonds préfectoraux, des fonds interministériels, et aussi des partenaires extérieurs et privés du programme pour développer cette politique ambitieuse d'aménagement du territoire sur les tiers-lieux. Merci Pierre-Louis, beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. J'aimerais bien qu'on revienne plus tard, je ne sais pas si on aura le temps, j'aimerais bien que le public puisse aussi poser des questions, mais sur la question de logique multi-acteurs, je pense qu'elle est vraiment au cœur de tout ce que vous mettez en place, vous quatre. Encore un profil différent, Pascal Ruffnac, je me tourne vers vous. Vous êtes donc président du directoire du groupe Bayard, donc vous êtes un groupe, mais vous êtes un groupe un peu particulier parce que vous êtes un média. Et en tant que média, vous accompagnez les publics sur les territoires à rendre public aussi les transitions qu'ils font. Vous êtes un média particulier parce que vous parlez de transition climatique, parce que vous créez des think tanks sur la transition démographique. Vous saisissez des enjeux des territoires, vous saisissez des enjeux de société sur les territoires pour leur donner une résonance, mais peut-être pas que. Vous avez peut-être d'autres projets. Et j'aimerais que vous nous racontiez
comment vous voyez plutôt votre rôle de média comme accompagnateur de transition de ces territoires? Merci. Bonjour. Je suis pas sûr, je ne sais pas si c'est nous qui nous sommes emparés des territoires ou si ce sont les territoires qui se sont emparés de nous depuis l'origine de Bayard, c'est-à-dire à peu près il y a 150 ans. Bayard, juste en 2 mots, c'est 1300 salariés, des milliers de collaborateurs, dont au moins un bon tiers sont dans les territoires, avec une grande marque, par exemple pour les enfants à Toulouse, qui est Milan, et avec des grands secteurs, la jeunesse, un enfant sur 2 est lecteur de la presse Bayard, un grand quotidien, La Croix, qui est probablement le plus territorial des quotidiens nationaux, et puis une grande presse aussi pour les seniors, que vous voyez peut-être peu ici quand on regarde les visages, mais voilà, qui réunit plusieurs millions de personnes, et aucun de ces intuitions éditoriales, aucune de ces veines éditoriales qui nous animent depuis très longtemps, chacune étant née à un certain moment de l'histoire de Bayard, ne se serait faite, réalisée, accomplie sans les territoires. La presse jeunesse sans les enseignants, sans toutes les écoles de la France entière, sans les mairies, sans les bibliothèques, voilà, ça n'aurait jamais connu le succès que ça a connu, parce que toutes ces personnes-là en ont senti le besoin pour eux, mais pas que pour eux, pour leur communauté, leur classe, leur mairie. Il y a des mairies qui abonnent parfois toute la classe de CP à Gemlir, dans un village ou dans une ville moyenne. Voilà. Mais pareil pour notre temps, sans les caisses de retraite et au moment où la retraite a commencé à émerger comme un grand phénomène en France à partir des années 70, les caisses de retraite évidemment étaient très intéressées par le travail de pédagogie, d'accompagnement de cette communauté que nous pouvions faire. Voilà, donc on a aussi par ailleurs une presse de territoire, parce qu'on trouvait ça intéressant de redonner et d'assurer, de porter cette identité des territoires avec des magazines comme Bretagne Magazine, Pyrénées Magazine, Alpes Magazine, autour desquels on réunit là aussi des écosystèmes à la fois d'entrepreneurs locaux qui nous aident à dépasser le strict cadre du média pour faire des actions sur le terrain. Mais il y a peut-être 2 choses qui sont produites, enfin j'ai l'impression... Vous vous souvenez, dans les années 80, il y avait ces cartes Mercator, hein, on voyait bien l'Europe en gros au milieu du monde. Et puis on a commencé à inventer des cartes où on voyait le monde depuis l'Australie, le monde depuis l'Afrique. Et d'un seul coup, la France était toute petite, l'Europe toute petite, et puis il y avait l'Australie qui était énorme, etc. En tout cas, on a renversé la vision très occidentalo-centrique qu'on avait jusqu'alors. Voilà. Et ça a été un peu un bouleversement. Et quand vous regardez une carte de France aujourd'hui, non pas en fonction de l'espace, mais en fonction du temps qu'il faut pour venir à Paris, vous apercevez que les 2 villes les plus lointaines de Paris, c'est Cherbourg et Perpignan. Voilà. Mais en revanche, Lille, Marseille maintenant, et évidemment Lyon et tout ça, c'est quasiment collé à Paris quand on fait une carte qui reprojette en fonction du temps passé. Donc notre perception des territoires, elle est aussi liée à ces notions très simples d'espace et de temps qui ont changé. Et dans les années 2000, et évidemment un peu après, le grand bouleversement, ce sont les réseaux sociaux, parce qu'ils ont apporté d'un seul coup une horizontalisation de la médiation, en tout cas au moins en apparence, où les grandes autorités médiatiques ont perdu de leur pouvoir et de leur influence. Et ces 2 chocs, à la fois la représentation que nous avons du monde, hein, et de notre part à chacun dans l'histoire du monde, et la capacité de dialoguer comme ça en réseau avec des tas de communautés, voilà, ça c'est venu bouleverser la donne, j'allais dire, à mon avis, de cette question des territoires. Et au fond, si on prend une des grandes dernières fractures, les Gilets jaunes, je ne crois pas qu'il n'y a pas eu beaucoup de médias qui ont senti venir, parce que le diesel à la pompe était d'un seul coup supérieur au prix de l'essence, que ça allait provoquer un séisme qui allait traverser tous les territoires. Et quand je dis tous les territoires, y compris le territoire de l'Île-de-France. Voilà. Et il fallait être très attentif probablement aux réseaux sociaux pendant très longtemps pour ressentir ça monter. Il fallait être sensible à des petites choses. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que les médias n'ont pas senti venir cette chose qui aujourd'hui structure voilà, notre façon de vivre ensemble et à laquelle il nous faut répondre. C'est pour ça qu'à la notion de territoire, nous, il y a une notion qu'on aime bien à Bayard, c'est la notion de périphérie. Il y a des centres et des périphéries. Et il y a des gens qui se sentent vivre ou qui vivent en périphérie. Et au fond, que vous soyez au fond du 95 dans le Val d'Oise, ou que vous soyez dans une des 54 communes de Saint-Étienne, la plus lointaine, votre rapport au territoire, il est très proche.
il est celui d'être en dehors du centre, dans une périphérie où il est compliqué de vivre pour plein de raisons, parce qu'on a favorisé l'habitat individuel, parce que chacun, on a préféré l'infini horizontal plutôt que même les tours, dont on sait aujourd'hui qu'elles ne sont pas inintéressantes comme lieu de vie commun, etc. etc. Alors, comment est-ce qu'on répond à ces questions? D'abord, je pense que tous les médias, dont nous, on a fait un peu notre examen de conscience et chacun essayer de répondre au moment des Gilets jaunes, en allant encore plus sur le terrain, en essayant de raconter, de faire des récits de ce qui se passait, parce que tout ça peut s'expliquer en 3 mots, et en même temps, les récits des gens, on s'est aperçu qu'il y avait des tas de gens dans les périphéries dont on ne connaissait pas la vie, qui ne la racontaient pas, ces fameux invisibles, qui, après les Gilets jaunes, ont continué pendant tout le Covid et jusqu'à aujourd'hui, et que la France est faite d'une grande partie d'invisibles, et que si on ignorait ces personnes-là, si on ignorait ce territoire-là, probablement que ça finirait mal pour notre pays. Donc, notre réponse comme média, c'est d'abord cette attention portée, et puis c'est aussi la notion de communauté. C'est-à-dire qu'il y a la communauté, c'est ce qui permet de répondre, de relier des gens entre eux. Voilà. Et ce qu'on essaye de faire à travers nos journaux, alors en essayant aussi de percevoir les grands changements actuels, mais c'est de voir comment ne pas opérer de fracture dans la société. Par exemple, on travaille beaucoup avec un think tank sur la transition démographique, c'est-à-dire toutes ces personnes qui savent à 50 ans qu'ils ont encore une moitié de vie de travail possible devant eux, c'est de se dire comment faire pour qu'entre le moment où ils iront à la retraite et puis les 20 ans qu'ils auront encore en bonne santé, comment continuer à avoir un sentiment d'utilité sociale, d'utilité personnelle et d'utilité sociale. Et donc comment on peut le préparer bien en amont, c'est-à-dire quand on commence à devenir senior, comment le préparer bien en amont pour éviter ces fractures générationnelles qui pourraient arriver demain, parce qu'il y aura un bon tiers de la population qui vivra entre guillemets tranquille sans travailler, et puis l'autre qui aura l'impression d'assumer pour tout le monde. Et donc justement, c'est de résoudre ça maintenant en réfléchissant à ces choses-là. Donc c'est à chaque fois de penser qu'est-ce qui va faire communauté pour les enfants. C'est par exemple évidemment à travers nos journaux de travailler sur d'aller le plus loin possible vers tous les enfants, y compris ceux qui n'ont pas la chance culturelle d'autres enfants. En tout cas, c'est cette réponse de se dire que nous, on a en charge de construire autour de nos médias, de construire des communautés qui permettent de faire face à toutes les fractures. Voilà. Merci Pascal. Je trouve que ce que vous dites revient sur un point qui est, à mon avis, au cœur de cette question de transition économique et de transition sociale et transition environnementale, c'est de repartir du besoin ou de l'écoute des usagers, de l'écoute des citoyens, de l'écoute des entreprises, et du coup de pouvoir qualifier au mieux par des récits, par des services, leurs besoins, pour pouvoir après leur construire des services qui soient véritablement au service du développement de ces territoires. Donc je trouve que ce que vous nous avez dit là, c'est quelque chose qui était aussi en filigrane des autres interventions, c'est repartir de ce dont on a besoin sur les territoires. Et vous êtes un média, donc vous êtes en capacité de relayer ce dont on a besoin sur les territoires. Donc merci de votre rapport, et je pense qu'on pourra en discuter après plus précisément. Je vais terminer par Stéphanie Goujon, qui est directrice de French Impact et qui, à mon avis, pourrait rebondir sur à peu près tout ce qui a été dit jusqu'à présent, d'Antoine Troche à vos différentes prises de parole. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de clore cette partie en revenant sur la question des financements, qui me paraît clé dans la mise à l'échelle de modèles économiques qui ne sont pas forcément regardés comme étant très viables et très scalable, pour prendre un horrible mot. Je vous propose de nous présenter French Impact en insistant sur 2 leviers que vous avez. Le premier qui est celui de territoire French Impact, qui est au cœur de ce qu'on essaye de dessiner là, des territoires. Et le deuxième, le levier Impact Finance, qui est justement un outil pour permettre de mieux mettre en lien les millions d'un côté qui peuvent être mis dans cette transition, et puis de l'autre côté, les milliers de besoins de ces millions. Merci Hélène. Effectivement, je comprends pourquoi tu me fais intervenir en dernier. Je pense qu'on est un petit bout de passerelle entre les autres intervenants de ce matin. Donc, je vais intervenir en 2 temps, brièvement expliquer effectivement ce qu'on fait au niveau des territoires et rappeler ce que fait French Impact, si ce n'est pas forcément clair pour tous
toutes les personnes, tous les participants ce matin. Et en deuxième temps, reparler du plan de relance. Hein, on n'est pas hors du temps. Je pense que voilà, c'est très important qu'on puisse évoquer ce sujet avec la salle. Donc French Impact est une initiative gouvernementale qui s'est lancée en 2018 et qui vise en fait à promouvoir, à accélérer l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale, on ne s'arrête pas à la définition statutaire de l'ESS, dans notre pays. Et qui a cette vision qu'il existe sur les territoires, donc sur le territoire d'ailleurs, en périphérie ou en centre, des solutions qui ont été créées au plus proche des besoins, comme tu disais, parce que c'est une économie de proximité, une économie de solution, l'économie sociale et solidaire, sur tout un tas de problématiques d'urgence écologique et sociale. Le décrochage scolaire, la revalorisation des déchets, l'alimentation durable, l'habitat transgénérationnel. Et donc ces solutions, elles méritent de grandir, de devenir des solutions nationales, voire d'inspirer les politiques publiques. Donc nous, on fait passerelle, en fait, au travers de programmes très concrets, entre 3 univers qui ne se parlent pas assez. L'univers des décideurs publics, l'univers de l'économie dite conventionnelle, des grands groupes, et l'univers de l'économie sociale et solidaire. Et donc, effectivement, un de nos programmes phares, c'est le programme Territoire French Impact. Un territoire French Impact, c'est quoi? C'est 2 choses. Première chose, c'est de la coopération. Marion parlait des questions de gouvernance. Nous, on a des gouvernances très collectives dans nos territoires French Impact. Ce sont des collectifs avec une équipe cœur. Il y a 5-6 acteurs. Il y a souvent donc la municipalité, il y a la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, un entrepreneur social, une coopérative. Voilà. Il y a une équipe cœur qui s'est regroupée pour dire on a envie de travailler ensemble, on croit au défilotage, on croit au décloisonnement. Parce que la problématique des fermes d'avenir, elle est la problématique de tout un tas d'initiatives. On ne peut pas séquencer en fait les problèmes. Il y a besoin d'avoir des décideurs publics, d'avoir des entrepreneurs, des citoyens pour que ça fonctionne. Et le deuxième volet très structurant d'un territoire French Impact, c'est la coopération, oui, mais la coopération au service d'un projet concret. Nous, il y a le mot impact, on est picousé à ça. Donc en fait, nos 27 collectifs territoriaux, labellisés French Impact, on leur a demandé d'identifier les 3 enjeux, les 3 défis dans notre sémantique sur lesquels ils veulent bouger sur leur territoire. Et ça n'a pas du tout été fait dans une logique jacobine, ça a été très girondin, c'est-à-dire que c'est vraiment les collectifs qui ont décidé, identifier ce sur quoi ils voulaient bouger. Et donc ce qu'on essaie donc, ensuite d'amener, nous, dans ce programme, c'est de les aider de passer de l'idée à l'action, avec un appui méthodologique, stratégique et un volet facilitation de financement, un appui facilitation réglementaire aussi. Donc très concrètement, on a été saisi par le territoire mahorais, on a un collectif à Mayotte qui nous dit voilà, il y a un problème, il n'y a pas de statut d'intermittent du spectacle à Mayotte. Bon, alors avec qui les annonces d'hier soir, ça ne va pas s'arranger, mais vous imaginez le secteur de l'événementiel, le secteur culturel, comment c'est dur pour eux en ce moment. Nous, tout de suite, on peut identifier au sein de l'administration, au sein du ministère de la Culture, un haut fonctionnaire qui va pouvoir résoudre, je ne sais pas encore, mais répondre déjà, créer cette confiance-là et ce lien-là à cette problématique. Donc, ce qu'on fait aussi, c'est beaucoup d'interterritorial. Moi, je suis très sensible à ce que disait Pascal Arfnac sur le centre, la périphérie, etc. Nous, pour la cohésion, on travaille énormément sur l'interterritorial. Ça crée de la valeur. Hier, sur Zoom, parce qu'en présentiel, c'est compliqué aujourd'hui, on animait un atelier sur la filière de revalorisation des déchets BTP, où il y avait nos 27 collectifs territoriaux, qui amenaient chacun leur savoir-faire, leurs compétences, leurs problématiques. Et donc, il y avait, pareil, Roubaix, qui est une ville zéro déchet, qui est très à la pointe sur ces sujets, qui pouvait, du coup, échanger avec Nantes, Strasbourg, etc. Voilà. Donc ça, c'est ça, le programme territorial French Impact, c'est la coopération, le défilotage au service de programmes concrets qui vont contribuer à changer un petit peu la vie des habitants du territoire. Plan de relance. Plan de relance, tu l'as dit, c'est la problématique aujourd'hui, et elle est cruciale. Elle est cruciale. Il y a un très grand risque quand même aujourd'hui. C'est l'asymétrie qui peut être perçue entre les annonces
les mesures qui sont assez exceptionnelles quand même, gouvernementales, faites par Bercy, ministère du Travail, et, voilà, et on voit tous les programmes aussi de la NCT, du MCT. Et les retombées réelles perçues économiques sur les territoires. Donc nous, par rapport à ça, on essaie humblement, et sur notre champ de compétences, qui est celui de l'innovation sociale, de contribuer à faire le dernier kilomètre, de contribuer à ce que les tuyaux aillent bien jusqu'au projet. Et bien sûr, on travaille avec la Banque des territoires sur ces sujets, mais ce qu'on fait concrètement, c'est 3 choses. Première chose, on va essayer d'amener une lisibilité des dispositifs publics. Il y a déjà énormément de choses qui sont faites, mais c'est pour ça qu'on travaille aussi avec Pierre Loirol, c'est pour ça qu'on travaille avec tous les acteurs de l'administration. C'est à notre mesure par rapport à ce que déjà est fait, nous, comment on peut donner cette lisibilité de tous les dispositifs financiers qui existent. Ça, c'est sur les dispositifs publics. Après, la deuxième chose, c'est qu'une fois que les politiques publiques sont passées, comment est-ce que le privé, l'institutionnel peut prendre aussi le relais. Donc ça, c'est le programme Impact Finance. C'est que d'une part, on a contribué à mobiliser des fonds de ce qu'on appelle l'Impact Investing. Donc on en a 17 ou 18 aujourd'hui avec 450 millions d'euros investissables. Et donc l'idée de ces fonds qui sont sous bannière French Impact, c'est de les cranter à des projets de territoire. Mais on ne va pas s'arrêter à l'impact investing parce que la réalité d'une dynamique territoriale, c'est qu'il y a une biodiversité de l'excellence. J'ai un copain qui est un des cofondateurs de So Good, si vous connaissez, qui dit c'est bien les licornes, mais il y a aussi des très jolis poneys. Et oui, il faut des licornes, et on croit aux licornes, au French Impact, c'est locomotive. Mais il y a aussi des associations qui ne vont pas être en levée de fonds. Le succès, la réussite, elle ne se mesure pas au niveau, en fait, au montant de la levée de fonds. Et encore une fois, vous ne me prenez pas sur mes propos. Nous, on est sur de l'accélération, du changement d'échelle et tout. Mais il y a une biodiversité de l'excellence. Ce qui compte dans une dynamique territoriale, c'est qu'il y a un maillage, qu'il y a une accélération des flux de compétences, des flux sociaux, des flux économiques. Et donc, avec Impact Finance, on va un cran plus loin que l'Impact Investing. On cherche aussi à contribuer à articuler toute la chaîne de financement de l'innovation sociale sur le territoire. Pour que quand un projet émerge, il soit dans la seringue. Au début, il a peut-être besoin de subventions et de philanthropie. Et peut-être d'ailleurs, toute sa vie, il aura besoin de subventions et de philanthropie à impact. Et c'est très bien comme ça. Qu'ensuite, s'il veut changer de moteur, après, il est les fonds aussi, les fonds d'amorçage, les incubateurs, qu'il puisse avoir les business angels. Voilà, on a tout ce sujet de l'articulation de la chaîne de financement de l'innovation sociale. Donc, c'est ce qu'on a fait à Valence en mars, c'est ce qu'on va faire à Grenoble le 3 novembre, à Marseille le 5 novembre. Et donc, on source en fait des projets de territoire. Donc, il va y avoir des projets qui ont besoin de 50 000 balles et d'autres qui ont besoin de 4 millions d'euros, ou 10. Et on les fait rencontrer les financeurs, mais vraiment tous les financeurs. On ne s'arrête pas à l'impact investing sur ce sujet. Voilà, je pense que j'ai déjà été bien bavarde. C'était parfait. Je pense que c'est encore un très beau panorama de ce qu'il existe en termes d'accompagnement, justement, et de maillage. Je pense que ce qui est important et sur lequel je pourrais revenir, mais je pense que je vais plutôt laisser la parole à la salle, parce qu'il nous reste à peu près 10 minutes. Moi, j'ai encore plein de questions ou de sujets à creuser, notamment sur cette coopération entre les acteurs et comment finalement on articule des acteurs innovants du financement avec des acteurs innovants des services, avec des médias, avec des projets agricoles sur les territoires, comment on insère tout ça dans une transition globale d'un territoire. Mais encore une fois, essayons d'être un peu moins descendants qu'on l'est d'habitude. Si vous avez des questions à poser à nos 4 invités, Yasmine désinfecte le micro entre chaque personne, donc n'hésitez pas. Merci. Merci pour vos témoignages où l'impact est très palpable et de construire ces passerelles, comme tu l'évoques si bien, Stéphanie. Moi, j'avais une question surtout pour Marion. Je crois que la question du passage à l'échelle nous préoccupe pas mal d'entre nous. Je souhaitais savoir comment vous êtes en train de préparer ce passage à l'échelle et quelles sont les conditions qui le favoriseraient à votre avis. Alors, le premier axe, c'est l'expérimentation qu'on est en train de mener sur la ferme de l'Envol. Donc ça, c'est typiquement un projet de terrain
sur l'innovation, à la fois en termes de gouvernance, en termes de pratiques agricoles, en termes d'organisation, qu'on met en place pour déjà démontrer que c'est possible. Donc ça, c'est déjà un premier axe important. Ensuite, on n'en a pas beaucoup parlé, je vais en dire quelques mots, mais la ferme de l'Envol, c'est aussi la première pierre d'un autre projet de territoire qui s'appelle le projet Sésame, toujours sur Cœur d'Essonne Agglomération. En fait, on a contribué à la création donc, d'un programme de transition alimentaire et territoriale qui vise toute l'Essonne. Donc l'Essonne, c'est le Cœur d'Essonne Agglomération, c'est 21 communes et 200 000 habitants. Et l'ambition de ce programme, c'est dans 10 ans d'arriver à nourrir 10% des habitants, soit 20 000 personnes, et d'approvisionner 50% de la restauration collective en produits bio et locaux. Donc évidemment, la ferme de l'Envol, c'est une première étape, mais elle ne va pas suffire. Donc l'objectif, c'est d'arriver à faire émerger une centaine de fermes agroécologiques similaires sur le territoire. Donc soit la création de fermes, soit la transition d'une agriculture conventionnelle à de l'agriculture biologique, et la mise en place de 18 actions opérationnelles multi-acteurs avec des membres associatifs, des acteurs publics et des acteurs privés pour mettre en place ces actions et faire émerger des fermes. Donc ça, c'est un vrai projet de territoire d'innovation aussi, parce qu'il va y avoir des innovations agronomiques, des innovations technologiques, numériques, parce qu'on souhaite mettre en place une plateforme de formation numérique pour que les agriculteurs puissent se former à de nouvelles pratiques, des innovations de gouvernance, des innovations financières également, parce que le projet a été lauréat du plan d'investissement d'avenir, mais sera aussi cofinancé par donc, les acteurs privés, les acteurs associatifs et les citoyens qui seront partie prenante intégrante du projet. Donc voilà, ça c'est un autre exemple de projet de terrain qu'on expérimente sur les territoires et qui permet de passer à l'échelle ces nouveaux modèles agroécologiques, parce que là, c'est ce qu'on expérimente en Essonne, mais le but, c'est effectivement que ça se développe sur d'autres territoires et qu'on puisse répliquer le modèle ailleurs. Et enfin, ce qui est très important, ce que nous, on nous dit parfois, c'est « Ah oui, mais les fermes agroécologiques, ce n'est pas des modèles viables. Ça marche sur une petite ferme de 2 hectares en maraîchage, mais à des modèles plus grands, ce n'est pas possible. » Et si, nous, on en connaît chez Fermes d'Avenir, on a un réseau aussi de fermes. On a identifié à peu près 1000 fermes agroécologiques sur le territoire métropolitain et même dans les Outre-mer pour quelques-unes. Et là, on est en train en ce moment même de documenter une dizaine de ces fermes pour documenter de manière très précise et chiffrer leur modèle économique et les impacts sociaux et environnementaux qu'elles peuvent avoir. Donc on fait des fiches technico-économiques pour pouvoir démontrer si, regardez, cette ferme qui produit tant sur tant d'hectares, qui a telle pratique, voici son compte de résultat, voici quels sont ses chiffres, et démontrer que ce modèle est viable, tout simplement. Sur la mesure d'impact, pardon. Parce que tu évoquais CARE, je crois qu'hier, vous avez une démonstration de la comptabilité triple capital. C'est évident que pour changer de modèle, il va falloir changer de mesure. Donc ça, c'est un sujet sur lequel, bien sûr, nous on travaille et on cherche à favoriser ces mesures d'impact. Je pense que globalement, il faudra aussi considérer que, je ne sais pas s'il faut parler de croissance ou de prospérité, que la prospérité, elle peut être aussi qualitative et pas uniquement quantitative. Voilà. En tout cas, le modèle dont tu parlais, il est très très intéressant à suivre, et moi j'invite tous les participants à regarder ces expérimentations de comptabilité triple capital qui sont vraiment en train de se déployer. Peut-être pour ajouter un mot justement sur la méthode du scale, et pour être un éleveur de poney efficace, comme dirait Stéphanie. Ah bon, zut alors, peut-être un truc à inventer sur la suite. Et on se pose la question justement comment un acteur public peut accompagner ce scale-là, pour continuer dans les gros mots. Et ce que très modestement on essaye de construire, c'est une doctrine d'action publique des communs. Dans le commun, dans son sens de gouvernance, dans son sens de propriété intellectuelle, dans son sens de mutualisation. Et très concrètement, avec la Banque des Territoires, on a investi dans une nouvelle société coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle Aptic. Et c'est cette société coopérative qui déploie sur tout le territoire notre pass numérique. Le fameux chèque déjeuner de la formation au numérique que j'évoquais tout à l'heure. Et ce sont les collectivités qui
font leur réseau de déploiement, et on a un opérateur, une coopérative, où l'État, première évolution, a accepté d'organiser sa minorité, où des collectivités territoriales, des régions, des départements sont entrés aussi dans la gouvernance, mais aussi des acteurs comme le Crédit Coopératif, la Maïf et la Banque des Territoires en étant un investisseur. Et donc là, c'est la première fois qu'on a réussi une levée de fonds dans une SIC avec les statuts qui le permettent, en préservant le modèle coopératif de la structure, mais avec des petites modifications dans les statuts, dans un comité d'orientation stratégique, etc., pour permettre dans une SIC SA d'avoir tous ces acteurs différents et de lever des fonds. Donc on est en train de documenter tout ça, on va publier au fil de l'eau la démarche, et c'est bien un peu cette méthode-là, comme il a été fait pour la MENUM dans une autre mesure, comme on essaye de le faire avec l'incubateur de services numériques qu'on pilote aussi, de comment est-ce que quand l'État et les collectivités vont créer des solutions numériques pour répondre à un besoin, une plateforme de formation, on fait une plateforme de contrôle technique du logement avec la ville de Pau par exemple, comment ensuite on va penser des gouvernances où peut-être que l'État, les collectivités vont se retirer, peut-être que deux acteurs locaux, on va intégrer peut-être des PME, etc. Et on n'a pas encore les réponses, on a besoin de pas mal d'aide aussi, d'acteurs publics comme privés, et surtout privés, pour arriver à faire aussi ces passations, ces nouvelles alliances qui vont permettre la durabilité dans les territoires et l'essaimage de tous nos petits poneys un peu partout. Finalement, vous expérimentez pas mal aussi. Oui. Tout ça va être assez itératif. C'est ça. Je vais laisser le mot de la fin à Pascal. Non, mais vous avez dit tout à l'heure que vous étiez en charge des derniers kilomètres. Voilà, nous, on est en charge des derniers centimètres. C'est-à-dire comment une personne prend conscience, intègre en elle tout ce qui est en train de se passer. Tout ce que vous racontez, nous, on est passionnés et fascinés par tout ce qui se passe et tout ce que vous faites. Bon, voilà. Mais c'est d'une complexité inouïe. C'est des dizaines d'acteurs, c'est d'une grande complexité, et dès qu'on prend un sujet, on s'aperçoit que ça demande une éducation à la complexité. Et la pédagogie, jamais on en a eu autant besoin. Voilà. L'éducation, de comprendre comment ça fonctionne, de savoir qu'un choix, tout à l'heure on a vu que de rénover des bâtiments, ça pouvait faire économiser 3 ou 4 centrales nucléaires, rien que de comprendre ça. Et c'est important que tout le monde le comprenne, et pas que ceux qui sont acteurs. Voilà. Parce que ce qu'on a appris avec des grandes associations comme ATD, Carmonde, etc., c'est qu'on ne pouvait pas agir contre la pauvreté sans inclure les pauvres avec nous. Ça ne servait à rien. C'était des coups d'épée dans l'eau, ça faisait des super idées, mais donc si on n'intègre pas les gens des périphéries ou des territoires comme acteurs eux-mêmes de ces changements, ça ne se fera pas. Et une façon de les intégrer, c'est ce qu'on essaye de faire aussi, c'est les récits. C'est-à-dire qu'il faut que les gens se projettent dans une histoire. Et à partir de l'histoire, ils peuvent redécomposer les choses, les comprendre. Et on a besoin de récits de changement, de récits de transition. Vous nous donnez tous les outils. Après, il faut mettre ces outils en récit pour qu'on puisse s'y projeter et se dire ça fait une vie intéressante pour moi qui vis à tel endroit et j'ai envie de me projeter dedans. Je pense qu'on ne veut pas avoir de mot de la fin, si peut-être Marion. Non, je voulais juste dire que ce qui est important aussi pour les futurs poneys et licornes qui sont peut-être parmi vous aujourd'hui, effectivement, on va avoir besoin de tout ça, je partage. Et aussi beaucoup de... ça fait un peu bisounours de dire ça, mais aussi de bienveillance, parce que dans tous ces projets collectifs, il y a souvent un facteur qui peut être amené quand on a beaucoup de partenaires différents autour de la table, c'est le PFH, je ne sais pas si vous connaissez, le putain de facteur humain. Et c'est aussi manager l'homme, manager les différentes ambitions, les différentes visions qu'il peut y avoir parfois autour d'un même projet, qui peut amener certains beaux projets qui ont partagé un beau récit à échouer. Et donc, il faut des modèles de gouvernance intelligents, mais aussi de la diplomatie, de l'intelligence et de la bienveillance pour arriver à prendre toutes ces énergies de bonne volonté et les faire avancer dans le même sens. Vous faites une surenchère dans les mots de la fin. Je ne vais jamais arriver à arrêter cette conférence. Merci beaucoup à tous les 4 pour ces témoignages. Je vous laisse redescendre en faisant très attention à la marche. Je ne veux pas de drame. Et je vais laisser la parole à Rudy Cambier, qui va vous présenter les résultats de l'enquête Terrain Shift Lab.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, alors, normalement, initialement, Thierry Arena, enseignant-chercheur à l'École Polytechnique, avec qui on a conduit cette étude, aurait dû être avec nous ce matin, mais il ne peut pas être avec nous ce matin. Donc, je vais vous partager avec vous 6 mois de travail, alors très condensé, vous vous doutez bien, mais sur une étude de recherche-action qu'on a conduite au cours des derniers mois autour de la question des modèles économiques à impact, avec notamment un petit ajout spécifique, parce que ce matin, la question se pose effectivement également pour des structures de type PME, ETI, mais également sur la question des territoires. Donc voilà, je partagerai avec vous deux premières illustrations aussi de modèles économiques de territoires innovants qu'on peut observer à l'international. Juste peut-être en introduction, un rappel du cadre méthodologique, pardon. Non, c'est bon. Petite précision quand même sur ce cadre méthodologique. Il s'agit, à date, d'une enquête exploratoire. Une première enquête exploratoire de 6 mois avec une revue de littérature scientifique, avec plus d'une trentaine d'entretiens approfondis qui ont été conduits à la fois avec des COMEX de grandes entreprises, des directions RSE, des CEO de start-up ou d'associations à impact, de fonds, de VC, public-privé, bien entendu aussi, d'experts et d'économistes. Également qui repose sur de l'analyse de données publiques complémentaires, ça peut être des rapports d'activité, des rapports RSE, ESG ou encore des articles et des interviews sur les questions plutôt de vision. Pourquoi je dis que c'est une enquête exploratoire? Parce qu'en 6 mois sur ces sujets qui bougent très très vite, il était compliqué de traiter tous ces éléments, raison pour laquelle je vais vous présenter des premiers enseignements bien entendu, mais surtout cette enquête exploratoire pour nous s'inscrit dans un travail de recherche-action qu'on va conduire sur plus de 3 ans pour vraiment travailler à l'international l'inspiration qui émane d'un certain nombre de modèles économiques, donc qui portent sur l'analyse transversale des tendances, des enjeux, des freins et des leviers, à la fois pour les entreprises, quel que soit leur niveau et également les territoires, des focus sur des business cases inspirants et potentiellement transposables, que ce soit en matière de vision, de stratégie, de modèle de gouvernance, ou encore aussi des outils de diagnostic et de co-construction. Marilyn l'avait évoqué en introduction, mais de se dire que ce travail de recherche-action, ce n'est pas uniquement de l'analyse statique, c'est aussi comment on s'appuie sur ce travail de terrain pour co-construire un certain nombre d'outils de diagnostic et de construction de business models performants et soutenables avec les différents acteurs avec lesquels nous travaillons. Et puis, vous le verrez à la fin de cette étude, en tout cas de cette présentation, un certain nombre d'orientations et de pistes d'action concrètes pour les entreprises et j'espère aussi, pourquoi pas, pour un certain nombre de collectivités et de territoires. Peut-être quelques éléments de contexte que je trouvais importants et que j'avais rappelé également hier en introduction de cette présentation. C'est juste un cadre pour comprendre quand même aussi les enjeux économiques ou en tout cas les opportunités économiques dans lesquelles nous sommes. Aujourd'hui, une étude, c'est la source, c'est donc le rapport Better Business, Better World qui a été publié en 2019, qui est un rapport porté par l'ONU, indique que les opportunités économiques permises par l'atteinte des objectifs de développement durable, les chiffres qui sont là affichés ne portent que sur 4 secteurs, l'alimentation, les villes, la santé, l'énergie et les matériaux. Les opportunités économiques sur ces 4 secteurs majeurs en tentant d'atteindre les ODD à horizon 2030, c'est 12 000 milliards de nouvelles opportunités économiques. C'est potentiellement 380 millions de nombre d'emplois créés également d'ici à 2030. Et c'est, alors je suis d'accord tout à l'heure avec Marion sur la question du PIB, mais en tout cas l'étude révèle que c'est 11 à 26% de hausse de PIB rien que sur ces 4 secteurs. Donc c'est quand même un potentiel et quand justement à l'échelle du programme Shift Lab, on souhaite justement accompagner cette transition performance économique et impact social et environnemental, rien que cette étude prouve et montre qu'il y a des opportunités pour faire converger les deux. Ensuite, alors là, je me réapproprie aussi le travail plus scientifique de Thierry Arena et de Valentine Georget de l'École Polytechnique avec lesquels nous avons travaillé. Il y a eu tout un travail aussi qui a été fait, donc conduit sur une revue de littérature scientifique pour essayer de mieux cerner
ce qu'est l'impact. Parce qu'en quelque sorte, l'impact, on parle de RSE, on parle d'économie sociale et solidaire, on parle d'entreprise à mission, enfin, ça revêt beaucoup de formes. Donc avec les chercheurs de l'école polytechnique, on a essayé un petit peu de resituer cette notion d'impact, ou en tout cas de lui apporter une définition. Et donc on voit dans la littérature scientifique que cette notion arrive finalement assez tard, très très tard, hein. C'est à peine au début des années 2010, et la première définition qui émerge, c'est la question des conséquences et des externalités positives ou négatives au niveau social, environnemental, sociétal et économique d'une action à visée lucrative. Et donc, je ne vais pas y revenir au cours des 20-25 dernières années, que ce soit en termes de RSE, d'arrivée progressive de l'entrepreneuriat social, puis de l'entrepreneuriat environnemental ou socio-environnemental. Aujourd'hui, on tend à parler d'impact. Alors là, c'est moins les fruits de la recherche de l'école polytechnique, mais un pas de côté qu'on fait nous au Liberté Living Lab. On s'intéresse aussi à cette notion sur le plan de l'impact en se disant pourquoi on parle d'impact aujourd'hui alors que d'autres continuent à parler de RSE. Peut-être, en tout cas, c'est une intuition qu'on pourra essayer de tester empiriquement, mais qui est une rupture qui se fait peut-être avec des discours plus RSE, hein, d'il y a une vingtaine d'années, où finalement, peut-être certains estiment qu'on est resté à des actions, des initiatives d'ordre peut-être chirurgical ou réputationnel, mais qui n'ont pas attaqué le cœur du sujet auquel nous, on souhaite s'attaquer avec ce programme, qui est la transformation des modèles économiques au service des enjeux sociaux et environnementaux. Donc c'est un peu dans ce cadre qu'on a souhaité travailler et éclaircir en quelque sorte cette notion d'impact. Et c'est grâce au travail justement avec l'école polytechnique qu'on a pu définir quatre grandes catégories d'impact social, d'impact environnemental, d'impact économique et d'impact sociétal. Je ne vais pas revenir en détail, et de toute façon cette présentation pourra être partagée avec chacun et chacune d'entre vous. Mais vous voyez tout ce que ça recouvre. Alors l'idée bien entendu quand on parle de transition des modèles et notamment d'impact des entreprises et ou des territoires, alors peut-être la question se pose différemment pour des territoires et des collectivités, mais l'idée n'est pas forcément d'intégrer tous ces éléments et de répondre et d'apporter des solutions à avoir de l'impact sur tous ces items, toutes ces catégories, tous ces sous-items, mais en tout cas, ça permet dans les grandes lignes d'essayer de synthétiser et de voir ce que ça recouvre lorsqu'on parle d'impact social, environnemental et d'impact économique. C'était une première définition. Comme j'ai très très peu de temps, on s'est dit aussi que dans le cadre de cette présentation, il pouvait être intéressant d'arriver assez vite dans le cœur du sujet et de partager avec vous quelques enseignements transversaux issus d'analyses de business case que j'ai ici limité finalement à quelques exemples plutôt grosses PME, ETI, et puis vous le verrez une petite ouverture sur les territoires. Ces focus. Alors, je vais partir d'une entreprise, je pense qu'aujourd'hui tout le monde connaît, alors que j'avais déjà présenté hier, donc mes excuses si celles et ceux qui étaient déjà présentes hier sont de nouveau dans la salle aujourd'hui ou nous suivent en ligne. Veja est un exemple intéressant en ce sens que, alors certains le décrivaient hier comme étant impact native, c'est-à-dire vraiment dès l'origine de l'entreprise, l'idée c'était de mettre l'impact au cœur même du développement de ces activités. Et donc, cela passe par le diagnostic d'impact social et environnemental, c'est surtout, alors au-delà de la chaîne, l'écosystème de valeurs sur lequel Veja intervient, notamment en matière de fabrication de baskets éthiques et responsables. Donc ça va des matériaux biosourcés, du coton bio, caoutchouc, à la localisation des usines de production, qui elles sont au plus près des exploitations au Brésil, de la rémunération des fournisseurs, des fournisseurs et des collaborateurs, j'y reviendrai peut-être plus sur la partie collaborateurs, de la transparence sur les pistes d'amélioration. Ça c'est un élément notamment en termes de communication, sur lequel je pourrais revenir, mais qui est très très intéressant. D'ailleurs, je fais un petit zoom sur la slide suivante, mais je vous invite vraiment à aller sur le site de Veja. Il y a une partie vraiment démonstration un peu de l'impact, mais en toute transparence, sur ce que fait l'entreprise, ce que ne fait pas encore l'entreprise et tous les axes d'amélioration. Et ce que je trouve très intéressant aussi dans la démarche, au-delà de la communication, c'est de se dire que tout est toujours améliorable, entre guillemets, dans la stratégie. Et un exemple concret qui ressort notamment des échanges, des entretiens que j'ai pu avoir avec l'entreprise, c'est, prenez l'exemple, ne serait-ce de la
production justement des baskets au Brésil et de leur acheminement jusque sur le continent européen. Passer par des cargos. Et bien là, ils sont pas contents de passer par des cargos parce qu'ils trouvent que l'empreinte environnementale est encore trop forte et donc ils commencent à travailler avec des voiliers ou en tout cas avec des opérateurs de voiliers pour faire acheminer notamment les produits. C'est une anecdote, mais c'est quand même intéressant, important, c'était pour vous illustrer justement la démarche et la perspective. L'autre point important, je le disais tout à l'heure, c'est la question des usines de production localisées, des matériaux biosourcés. Et donc, ce qui nous intéressait, c'est aussi de comprendre combien était vendue une paire de baskets, quel était le coût moyen de production et de la comparer à d'autres types de baskets. Veja brade pas ses baskets, ça a un coût de fabrication, donc on est sur une basket qui est autour d'une centaine d'euros. Le coût de production moyen d'une paire, notamment au Brésil, c'est du coup une vingtaine d'euros, contre 5 si cette paire de baskets est produite en Asie, notamment avec les standards habituels en Asie. Ce qui est intéressant aussi ici, c'est qu'il y a un refus de la part des dirigeants de la publicité et du marketing. Non pas uniquement et purement sur un axe idéologique, mais tout simplement de se dire c'est un poste de dépenses et de coûts énorme qui ne nous permet pas de créer de la valeur, de capter de la valeur et de la rediffuser avec l'ensemble de notre écosystème de valeur, et notamment les fournisseurs, les partenaires, voire les collaborateurs. Donc ça a été vraiment un apport dans le modèle. Alors vous me direz, mais s'ils font quand même de la communication, ils ne font pas de la communication et de la publicité traditionnelle, ils ont internalisé des équipes, et ils font effectivement beaucoup de stratégies médias sociaux, de contenu Instagram. Puis la marque, chemin faisant, s'est développée puisque l'entreprise a été créée en 2004, et en 2019, entre 2018 et 2019, vous voyez la hausse du chiffre d'affaires et probablement aussi du résultat net, même si celui-ci n'a pas été communiqué en 2019 pour le moment. Mais on arrive sur une entreprise qui fait aujourd'hui 65 millions de chiffre d'affaires et dont les baskets sont produites dans plus de 2000 boutiques à travers le monde. Donc ça, c'est vraiment un exemple concret, et d'autant plus concret qu'aujourd'hui, il se pose aussi la question du futur de la boutique de la basket, et notamment dans une perspective de circularité. Je donnerai juste cet exemple. Le lancement en juin dernier, dans mon souvenir, d'une boutique de 250 mètres carrés à Bordeaux, une boutique de réparation, de nettoyage et de recyclage des baskets. L'idée, c'est de faire des boutiques Veja dans lesquelles vous pouvez, avec votre vieille paire de baskets, éventuellement la déposer dans des box à recycler ou suivre un cours avec des artisans qui ne sont pas de la marque Veja, mais qui sont embauchés par la marque Veja, ou en tout cas avec lesquels la marque Veja travaille, pour faire de la cordonnerie, de la mercerie et réparer votre produit. Et ça, c'est un élément hyper intéressant parce que je crois que je ne l'ai pas suffisamment évoqué hier, mais on va passer rapidement au deuxième exemple aussi que je voulais partager avec vous, qui est celui de Fairphone. La grosse particularité de ces entreprises qui sont des grosses PME ou ETI, c'est vraiment la question de travailler la durabilité du produit. Là où, sur ces marchés, que ce soit le marché de la basket, de la mode, ou dans le domaine de la téléphonie mobile, avec un iPhone qui sort tous les 6 mois, la question là, c'est quand même des entreprises qui s'attaquent à des marchés énormes en étant à rebours total, justement, des modèles économiques classiques, et de se dire non, nous, notre modèle économique, c'est la durabilité. Et c'est tout ce qui est intéressant aussi dans le modèle de Fairphone, alors là, qui rentre sur un marché face à Huawei, face à Samsung, face à l'iPhone, où le point de départ, c'est de dire on va faire le téléphone, ou en tout cas, on va construire le téléphone le plus écologique et le plus social possible, avec toute une stratégie autour des matériaux recyclés, de composants responsables, notamment au niveau des ressources naturelles, en tout cas de protection de la biodiversité des ressources. Et puis également sur l'amélioration des conditions de travail dans les mines artisanales au Congo, pour les primes trimestrielles qui peuvent être versées aux différents employés. Et puis, comme je disais tout à l'heure, en fait, le point central pour un téléphone mobile chez Fairphone, c'est le téléphone modulaire et réparable. C'est-à-dire que l'objectif de Fairphone, alors vous me direz, ils en ont sorti quand même 3 depuis 2013, certes, mais c'est normal. C'est-à-dire que c'est une start-up qui démarre, qui teste un produit, qui part de très très loin, qui n'a pas forcément les mêmes moyens et qui a besoin effectivement d'améliorer le device, d'améliorer les fonctionnalités, les qualités du téléphone, et donc de pouvoir sortir définitivement sur le marché. Ça commence à être le cas avec le Fairphone 3 Plus qui est sorti il y a quelques semaines, de mettre sur le marché un téléphone qui remplit quasiment les mêmes fonctionnalités que les autres sur le marché, mais avec un coût écologique et social beaucoup moins important. Intéressant, et je vais essayer de passer un peu plus vite, mais vous retrouverez tout ça. Dans l'étude, ce qui nous a intéressé, un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure sur Veja, c'est également de s'intéresser au prix de vente moyen du téléphone,
aux différentes dépenses et finalement aux résultats nets sur les téléphones avant prélèvement de l'impôt sur les sociétés. Et donc vous voyez, le prix de vente moyen c'est 525 € et revient à la fin, toute fin, résultat net par téléphone 9 €. Donc ça, c'est une démarche qui est totalement transparente aussi sur le rapport d'impact de Fairphone. Et juste pour avoir quand même des éléments de comparaison, puisque j'ai fait des petites recherches en parallèle sur l'iPhone. L'iPhone, on est sur un prix de vente moyen autour de, notamment sur l'iPhone 11, de 700, alors là je serais plus en dollars, pardon, mais de 700 $. Je crois que dans mon souvenir, les coûts globaux de production de l'iPhone sont autour de 380 $, et les 320 $ restants ne sont pas forcément des bénéfices nets, puisqu'il y a encore des coûts logistiques, il y a peut-être aussi du réinvestissement dans la R&D. Il se trouve qu'iPhone et Apple ne communiquent pas sur la marge comme Fairphone, donc on ne sait pas trop, mais un certain nombre d'analystes financiers disent que globalement, sur toutes les générations d'iPhone, et notamment les dernières, on est autour d'une quinzaine, vingtaine justement de pourcents par rapport au prix de marge nette, mais par contre pas du tout dans les mêmes conditions, bien entendu, de production que celles qu'on évoquait précédemment. Donc là, vous voyez juste. Alors, c'est intéressant aussi sur le plan de la communication, sur la transparence. Je parlais du téléphone modulaire réparable. Ça aussi, c'est un élément clé et important parce que la grosse différence, c'est que vous avez un téléphone dans lequel, aujourd'hui, avec un petit tournevis, vous pouvez changer la batterie. Si notamment l'objectif de l'appareil photo où sa qualité ne vous plaît pas, ou en tout cas est upgradé, vous n'avez pas besoin de changer tout le téléphone, vous pouvez dévisser et acheter un nouveau module. Donc en fait, le modèle aussi économique de Fairphone ne repose pas sur on remplace le produit chaque année, mais on améliore certaines petites pièces que le client, justement, peut changer au fil des mois et des années, avec notamment des tarifs incitatifs. Je prends l'exemple, moi j'ai le Fairphone 3 par exemple. Le Fairphone 3 Plus qui est sorti, l'appareil photo est nettement mieux que le Fairphone 3. On m'a fait une proposition de le changer pour 70 €. Voilà. Donc le modèle économique ne repose pas sur le changement, mais vraiment sur la modularité et les pièces additionnelles. Alors, l'ego, je ne partage pas forcément avec vous. Juste un point important quand même, l'ego, c'est parce que même si c'est moins le sujet ce matin, puisqu'on est plus dans une perspective PME, TI, collectivité et territoire, mais c'est intéressant de voir aussi, on en parlait tout à l'heure, des grands mouvements et des grandes transformations à l'échelle des grandes entreprises, des corporates, puisque l'ego, dont vous savez que le business model repose sur une chose, le plastique, est très chahuté depuis quelques années sur ces sujets, et vient d'annoncer, c'était début septembre, le lancement d'un grand programme d'investissement de 400 millions de $ sur 3 ans pour accompagner, et ce ne sont pas mes mots, ce sont les leurs, la transition sociale et environnementale du groupe. Et là, ce n'est pas de la RSE, c'est la transition sociale et environnementale du groupe. Et ça passe notamment par des indicateurs extrêmement fort, c'est que notamment sur le plastique, que ce soit les briques de Lego ou même l'emballage, c'est d'engager 150 experts pour développer des produits et des emballages durables, notamment inspirés de biomimétisme, pour qu'à d'ici à 2030, on puisse totalement remplacer justement le plastique par des soit matériaux responsables ou en tout cas des matériaux issus de la recherche en biomimétisme. Et puis je passe assez vite sur l'impact social, puisque Lego, dans le prolongement, souhaite être au plus près sur des innovations et des initiatives dans le champ de l'éducation et auprès des familles. Donc investir aussi énormément. Alors vous me direz, oui, il y a une visée marketing, certes, mais on sait à quel point quand même, malgré tout, les Lego ont une dimension pédagogique et d'apprentissage. Et là, l'idée, c'est de travailler en bonne intelligence avec toute une série d'acteurs pour voir comment on peut utiliser encore de manière plus forte des Lego ou autres, des programmes d'éducation adaptés à l'échelle des territoires ou des familles pour accompagner aussi un certain nombre de transformations dans le champ de l'éducation et de l'apprentissage. Alors, je ne suis pas sur la bonne présentation, donc c'est pas, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je voulais, avant de passer aux outils quand même, parce que comme on est sur une matinée qui est également dédiée au territoire, j'avais préparé 3 slides supplémentaires, mais que je ne pourrais pas du coup afficher, mais que je vais partager. Non, mais non, vraiment, ne vous embêtez pas. 2 modèles que je voulais partager avec... Non, parce que ça va être vraiment compliqué, donc je préfère qu'on reste... Ne vous inquiétez pas. Donc 2 modèles de ville et de territoire, parce que l'idée, c'est de se dire que depuis plusieurs mois maintenant qu'on travaille sur la question des modèles économiques, notamment des entreprises, quelle que soit leur taille, et notamment sur des enjeux de transition, on voulait s'intéresser aussi à des modèles de transition sur les modèles économiques portés par des collectivités et des territoires. Donc,
nous, on va s'inscrire là dans les prochains mois, en plus du travail qu'on conduit sur les modèles économiques des entreprises, parce qu'on parle vraiment d'écosystème de valeur, de voir aussi quelles sont les villes, les territoires à l'international qui s'intéressent justement à ces transformations des modèles économiques et notamment d'écosystèmes de valeur, puisque ce n'est pas la ville en elle-même et pour elle-même ou le territoire en lui-même et pour lui-même, c'est le territoire dans un écosystème de valeur avec les TPE, les PME, les ETI, avec les grands groupes, avec les chercheurs, avec les citoyens, avec les habitants, les usagers. Et donc il y a 2 modèles sur lesquels je vais passer un peu vite, mais on vous enverra la présentation et vous les aurez, mais penchez-vous sur 2 modèles vraiment intéressants actuellement. Un très macro qui est celui de la transformation du modèle de la ville d'Amsterdam, qui développe avec une économiste qui s'appelle Kate Raworth, excusez-moi pour l'accent, qui développe en fait une théorie économique qui, alors malheureusement je ne l'ai pas sur les slides, mais qui décide en fait de ne penser le modèle économique de la ville d'Amsterdam dans les prochaines années qu'à travers le prisme des enjeux sociaux et autour des enjeux sociaux, des enjeux environnementaux et de la soutenabilité. Quels que soient les sujets, qu'on soit sur des sujets de santé, d'éducation, d'emploi, de mobilité, de transport, d'habitat, de construction, tout est vraiment pris en permanence dans l'étau à la fois social et environnemental, et notamment les besoins urgents et notamment l'impact massif généralisé d'intérêt général et de commun. Et dans le même temps, la soutenabilité environnementale à l'échelle de la ville, du territoire, mais aussi réinscrit dans un contexte plus global et mondial, puisque Amsterdam n'est pas non plus une enclave. Donc vraiment aller voir ce modèle, parce qu'ils l'appliquent déjà, et je crois qu'ils l'ont accéléré depuis la crise Covid. Ils sont en train de le développer, et là c'est vraiment l'idée de travailler en bonne intelligence avec toute une série d'acteurs, public, privé, sur la transformation de ce modèle pour le bien commun. Le deuxième modèle, qui lui est moins macro qu'Amsterdam et qui est tout aussi intéressant, c'est pas aux Pays-Bas, c'est un modèle le modèle de Preston. Le modèle de Preston au Royaume-Uni. Preston, c'est une petite ville ouvrière qui souffre énormément de la crise économique depuis à peu près 2008. C'est environ 100 000 habitants. Et alors Preston a fait tout un constat avec un laboratoire de recherche en sciences sociales et en sciences économiques britannique, de se dire waouh, alors on se rend compte qu'on a une ville extrêmement pauvre, mais vraiment pauvre, et il y a des millions et des millions qui, chaque année, partent de la ville, ne sont pas du tout localisés, et donc la ville n'a aucun impact sur le bien vivre de sa population, sur les enjeux environnementaux. Et donc la municipalité de Preston a décidé d'enclencher une transformation, alors, notamment à travers la question des achats durables, et notamment des achats responsables, en fléchant un certain nombre d'achats de la ville sur du soutien, non pas des initiatives locales, mais là ça va un peu plus loin, c'est comme si la municipalité, entre guillemets, accompagnait, formait, accélérer des projets comme ceux qu'on évoquait tout à l'heure avec Stéphanie, le French Impact et d'autres acteurs, et flécher l'achat public vers ces structures en les formant en quelque sorte à l'entrepreneuriat ou justement à la création de coopératives, et en fléchant cet argent, recréer justement de l'emploi et aussi de l'impact au niveau local. Et le modèle de Preston est intéressant parce qu'il se fait aussi en bonne intelligence avec l'écosystème de valeur, avec un certain nombre de grandes entreprises, avec un certain nombre d'acteurs qui sont prêts à s'engager dans la transformation de la ville avec la municipalité. Et c'est intéressant parce que cette démarche aussi, par rapport à ce qu'évoquait tout à l'heure Pierre-Louis sur la création de communs, sur toute une série de sujets, ça a permis, je crois, de changer drastiquement aussi les investissements de la ville sur des sujets et accélérer donc cette transformation et cette transition. C'était juste pour faire deux petites illustrations sur des transformations de modèles de territoire inspirants. Vous dire que ce travail de recherche-action aussi, avant de passer aux constats transversaux, peut-être aussi laisser un peu de temps aux questions-réponses. Marilène l'avait évoqué en introduction, ce travail de recherche-action aussi, c'est un va-et-vient permanent entre notre travail de terrain, les entretiens, nos rencontres avec des entreprises, des collectivités, des territoires. Et c'est la raison pour laquelle on développe, au-delà de l'étude, des outils directement applicables, aussi bien pour les entreprises que pour les territoires, autour d'une approche systémique à 3 niveaux, une itération continue entre business model, écosystème d'acteurs et de valeurs et diagnostic d'impact. Donc là aussi, pour celles et ceux qui seront encore avec nous cet après-midi, on rentrera plus dans le détail de ces méthodologies et je ne vais pas pouvoir trop m'étendre. Mais voilà, on est vraiment sur ce triptyque à la fois business model, écosystème d'acteurs, écosystème de valeurs et diagnostic d'impact qui permet justement d'accompagner tout type d'organisation et ou de projet
dans une démarche résolument tournée vers une stratégie impact, que ce soit en termes d'innovation de service ou aussi de business model, bien entendu. Donc ça, vous le retrouverez bien entendu, et ce sera également des outils qu'on diffusera plus largement à travers nos méthodologies et une plateforme en Creative Commons. Je finis par des enseignements qu'on a surtout travaillé avec Thierry Reyna et Valentine Georget de l'École Polytechnique. Donc ce ne sont pas mes enseignements, ce sont plutôt les premiers enseignements de cette étude qu'on va encore finaliser au cours des prochaines semaines et qu'on transmettra à la fin de l'année, donc plutôt issus de la recherche. Et donc là, je me permets de prendre la parole à la place de Thierry qui ne pouvait pas être avec nous ce matin. Premier enseignement, alors là on est plutôt du côté des entreprises, mais on se dit, vous verrez, certains éléments peuvent être transposables aussi à des collectivités et territoires. Premier enseignement, c'est qu'il y a une vision, en tout cas ce qui ressort de nos entretiens et de notre travail de terrain, une vision partielle et contextuelle de l'impact qui est influencée par des éléments exogènes, donc des outils de mesure nécessaires, partiels, une approche vraiment très métrique de politique publique, de régulation. Or, il y a un vrai besoin, en tout cas c'est ce qu'on a vu, qui est partagé de plus en plus par l'ensemble des acteurs, et même les acteurs qui ne sont pas issus du secteur de l'impact, excusez-moi, la voix commence un peu à flancher, c'est de disposer d'un référentiel ou deux référentiels communs. Donc ça, c'est un élément hyper important. D'autant qu'il existe aujourd'hui des mouvements, notamment à l'international. Je pense à l'Impact Management Project, qui est un grand mouvement qui cherche à standardiser ou en tout cas à partager un certain nombre de référentiels clés et communs à l'international entre les entreprises, ou encore sur la dimension plus environnementale, les Science-Based Targets, qui sont là pour le coup des éléments issus, et je sais que Fouzi en parlera probablement aussi tout à l'heure, c'est comment on connecte cet enjeu d'impact, non pas à un pied dans la magie, un pied dans la science au doigt mouillé, mais à des éléments objectifs issus de la recherche scientifique. Donc, un des gros enjeux de cette transition sociale et environnementale, c'est aussi d'aller reconnecter la question de l'économie et de cet impact aux travaux de recherche en sciences sociales pour les enjeux sociaux, en sciences environnementales ou en sciences dites dures sur ces sujets. Et les Science-Based Targets sont extrêmement intéressant de ce point de vue, puisqu'il repose sur des études scientifiques issues d'analyses autour des enjeux climatiques et des dérèglements climatiques. Donc c'est un premier axe. Le deuxième enseignement, c'est, selon nos deux chercheurs de l'École Polytechnique, c'est qu'innover en business model pour générer de l'impact, ce n'est pas changer l'offre ou le type de marché visé, mais la manière dont on fait les choses, c'est-à-dire la création de valeur, la capture de valeur, et aussi cette communication de valeur. Donc ça, c'est un constat fort. Nous, du côté du Liberté Living Lab, on se dit, on voit directement des pistes pour action à activer extrêmement rapidement. Déjà, c'est premièrement assumer, en quelque sorte, la dimension expérimentale de ces modèles. C'est de l'itération, on l'a vu. Je n'ai pas pu trop le dérouler dans le cadre de la présentation des business cases, mais on ne trouve pas un modèle du jour au lendemain. Je crois que c'était Joël Tronchon, hier, du groupe SEB, qui l'expliquait bien au niveau de l'économie circulaire et de l'usage du plastique recyclé. Ils ont mis quelques années avant de trouver le modèle économique là-dessus. Et pourtant, aujourd'hui, ça fonctionne. Donc c'est de l'itération. L'intrapreneuriat, par exemple, d'autres méthodologies d'accélération de projets en entreprise peuvent être des outils, des leviers réels pour initier des modèles à impact, ou en tout cas les tester et les lancer. Et puis, point important aussi pour nous, c'est d'accorder une place stratégique au design. Alors, pas du tout uniquement dans un projet, mais le design systémique et global. Vous aurez, je crois, notamment une masterclass sur le sujet, mais c'est la question du design systémique qui va du design d'expérience au design produit, en passant aussi par le design écologique et naturel. C'est-à-dire quand on développe un produit, il faut intégrer aussi sur la partie du design l'impact qu'on a en matière environnementale sur les ressources qu'on utilise, ou en tout cas l'environnement dans lequel on évolue. Troisième enseignement, le rôle clé de l'écosystème de valeur. On l'a vu tout à l'heure, je l'ai un peu évoqué avec Veja, avec Fairphone, avec d'autres. On ne délivre pas de l'impact seul, ou on ne le fait que de manière très partielle. Et si on reste dans une posture qui est non pas le partage de la valeur co-créée avec l'écosystème de valeur, mais dans une posture un peu maintenant ancienne, vraiment de capture unique de valeur, on pense qu'on passe à côté de l'essentiel du sujet, et on passe aussi à côté d'un certain nombre d'opportunités. Donc là, les pistes pour action, davantage, bien entendu, on le disait, je crois, tout à l'heure, c'était Pascal Ruffnac qui l'expliquait, il y a des enjeux de pédagogie, d'éducation, de sensibilisation, de formation à l'impact sur le plan opérationnel. Et ça va des actionnaires aux clients, aux COMEX, DAF, collaborateurs, partenaires. Tous les référentiels dont on parlait tout à l'heure, tout le travail qu'on est en train collectivement de conduire, puisque beaucoup d'acteurs se penchent sur ces sujets, il faut de la sensibilisation, il faut de la formation, et il faut de la démonstration par la preuve que ces modèles fonctionnent.
Ensuite, je le disais, c'est développer aussi son business model en pensant écosystème de valeur. Et puis enfin, c'est le rôle clé des directions financières et aussi des directions des achats. Je repars plus sur le côté collectivité territoriale, mais c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec des modèles comme Preston ou celui-même d'Amsterdam. Les directions des achats ont un rôle clé et important. Quatrième et avant-dernier constat qu'on voulait partager avec vous ce matin, le rôle clé de la gouvernance, à la fois de la gouvernance interne et de la gouvernance de ces écosystèmes. Donc là, il y a aussi, bien entendu, toute une posture, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une approche descendante, maintenant on est dans une approche horizontale. Et puis aussi des pistes pour action. On avait parmi nous hier Jean-Gabriel Levon d'Insect, cofondateur de la start-up Insect, dans le champ notamment de l'industrie, néo-industrie agroalimentaire, qui met en place une direction générale de l'impact, à un niveau COMEX, incarné politiquement, avec un pouvoir d'action, de décision, voire même, à l'échelle d'Insect, de veto si un certain nombre de décisions, parfois purement économiques, viennent tordre les objectifs environnementaux pris par l'entreprise. Donc là, il y a des sujets extrêmement intéressants de ce point de vue. On n'est pas à l'échelle, effectivement, d'un grand groupe et d'une multinationale, mais d'une start-up, là encore, impact native, qui souhaite justement transformer les choses de ce point de vue. Après, ça peut passer aussi, on le voit, des entreprises et même de plus grands groupes, de commencer à mettre en place des comités d'impact, des comités de parties prenantes, des comités de mission et des boards ESG, bien entendu. Ça existe déjà. Mais voilà, ce sont toute une série d'actions et d'éléments auxquels on peut penser justement sur cet élément clé de gouvernance. Et enfin, je le disais, je vais passer plus rapidement sur ce dernier constat partagé par les chercheurs de l'École Polytechnique. C'est le challenge particulier de la communication. Et notamment cette question du greenwashing, de l'impact washing, du social washing. Je l'ai un peu évoqué avec Veja. Voilà, deux choses qui sont intéressantes sur ces enjeux, notamment après peut-être quelques années de RSE. C'est les deux pistes pour action qu'on partage avec vous. C'est un peu à l'exemple de Veja, de Fairphone ou d'autres acteurs. Hein. Je me suis focalisé sur ces deux. C'est la conception et le déploiement d'outils de transparence sur la stratégie d'impact, son pilotage et sa mesure, premièrement. Et puis aussi, c'est le monitoring en continu des axes de progression sur lesquels un certain nombre de chantiers sont engagés. C'était l'élément que j'évoquais notamment avec le focus que je partageais sur Veja, mais de se dire, voilà, on fait des choses bien, mais en fait, on arrête de surcommuniquer sur nous sommes la basket la plus responsable et les autres, ce sont des diables. Non, il y a encore des choses qu'on ne fait pas bien. Et nous, notre objectif, c'est d'assurer la durabilité du produit, c'est d'améliorer le partage de la valeur avec notre écosystème. Et là-dessus, on a beau avoir 15 ans, on a beau avoir trouvé le modèle, on veut encore travailler, on veut encore améliorer et s'améliorer, on veut encore approfondir les choses. Voilà, c'était un peu dense, peut-être un peu rythmé. J'espère pouvoir avoir gardé au moins un tout petit peu de temps pour une ou deux questions. 5 minutes ? Et j'espère que ces quelques éléments vous ont éclairé. Je suis tout oui.